moi, j'ai toujours voulu être voilà, aventurière. J'ai voulu être et hippie, et rockstar, et journaliste, et machin. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas tout fait, mais pourquoi pas moi? Bah voilà, pourquoi pas? Pourquoi je peux pas être entrepreneur alors que j'ai pas fait d'études? Bah en fait, si, tu vois, je peux. Pourquoi je peux pas être maman alors que j'ai pas d'instinct maternel? En fait, si je peux, mais juste à ma sauce, quoi. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Il y a quelques semaines, je regardais, comme des millions de téléspectateurs, qui veut être mon associé sur M6. Et là, j'ai découvert Ashley. Je n'ai pas attendu le verdict des investisseurs pour la contacter. Son énergie, son histoire m'ont donné la folle envie de la recevoir derrière mon micro. Ashley est loin d'avoir un parcours tout droit. Elle a grandi dans un environnement privilégié, mais n'a pas voulu faire d'études. Elle a enchaîné les petits boulots à travers le monde, et son retour à Paris et l'échec d'un projet qu'elle souhaitait monter l'ont fait plonger dans la dépression, jusqu'à finir par vivre pendant 4 ans dans la rue. Ashley devient vite accro au crack, et c'est lorsqu'elle tombe enceinte qu'elle décide de sortir de tout cela. Aujourd'hui, Ashley est maman d'un petit garçon de 4 ans, elle est entrepreneuse et a créé une méthode qui porte un message très fort, permettre de se libérer de ses addictions. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Ashley Tayeb. Bonjour Ashley. Salut. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors, j'ai choisi mon casque. C'est ultra simple comme objet. Je pense qu'on en a tous un casque ou des écouteurs. Après, moi, je nourris une relation vachement intime avec le mien. Bon, alors, j'ai pas toujours eu le même, hein, évidemment. Je peux pas garder des objets pendant 10 ans, mais le casque pour moi, c'est vraiment c'est la bulle, quoi. C'est ma bulle, c'est ma zone où je peux être moi, où je peux réfléchir. Après, j'ai un rapport vachement particulier avec la musique aussi. J'ai été élevée à Ibiza, donc c'est un peu comme Obélix, quoi. On m'a pas trop posé la question. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Tu vas à l'école, t'as de l'électro. Enfin, j'ai grandi dans la house des années 90, quoi. Et du coup, c'est vraiment métaphysique pour moi, quoi. Le lien que je peux avoir avec la musique et ce que ça me permet de transcender comme émotion en moi. Ça a toujours été mon plus grand compagnon, quoi. Donc voilà, mon casque. Justement, j'allais te parler de ton enfance. Du coup, oui, tu as grandi à Ibiza, ce qui est pas courant. C'est ça, c'est particulier. Après, c'est beaucoup moins fou que ce qu'on peut penser de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on s'imagine bon après c'est en deux temps, quoi, c'est-à-dire qu'en été effectivement c'est vraiment une île de la fête, tu vois énormément de styles de personnes différentes. Je pense que ça te donne déjà de base une grande ouverture d'esprit, c'est-à-dire que c'est une île en fait où tu es quand même relativement libre, quoi. La moitié des plages sont à moitié nudistes et c'est OK en fait. Enfin, je sais pas, tout est pisse, quoi. T'as des gens qui sont habillés comme ils ont envie de s'habiller, t'as des vieux avec des jeunes. Enfin, c'est quand même un endroit où de base le concept de la liberté d'être qui tu es est quand même assez bien implanté, même sur la sexualité, l'homosexualité, etc. Enfin, moi je sais pas, c'est des choses. Enfin, c'est même pas un sujet de conversation ou de débat pour moi, quoi, tellement ça a été implanté naturellement dans mon enfance. Donc ça, c'est super cool. Après, après, ça fait que, voilà, quoi, c'est une île qui a un rythme de vie un peu particulier. En hiver, c'est complètement mort. Et en été, c'est la folie, quoi. Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier là-bas? Alors mes parents, mon beau-père du coup qui m'a élevée là-bas était architecte et ma mère était décoratrice d'intérieur. Donc en fait ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à construire des maisons, dont une avec, ils ont été un peu précurseurs, quoi, dans tout ce qui est technique de ciment brossé, etc. Donc ça faisait des villas assez minimalistes, un peu disruptifs, quoi, par rapport à ce qu'il y avait à l'époque, et du coup ils se sont fait une renommée là-dedans. D'accord. Et à partir de quand t'as quitté du coup Ibiza? Alors, j'ai quitté une première fois, étant assez jeune, quand j'avais 8 ans. Je suis partie vivre un an en France. Après, je suis revenue. Et après, je suis repartie à 13 ans, où là, je suis partie à vivre avec mon père et sa femme de l'époque. On a fait 6 mois à Barcelone, 6 mois à Aix-en-Provence. Ensuite, on est parti à Istanbul, où j'ai habité pendant 2 ans. Et toi, du coup, tes parents sont français? Alors, ma mère est américaine, mon père est franco-israélien et mes grands-parents sont algériens, tunisiens, marocains, quoi, les trois.
T'es un beau melting pot de plein C'est plein de ça. cultures. Élevée en Espagne, en école française, hein, c'est surtout ça. Et toi, quand tu étais petite fille, c'était quoi tes rêves? Alors, j'avais vraiment les deux. J'ai toujours eu la polarité en moi, c'est-à-dire que j'avais ce côté très américain, très working girl qui a été poussé par ma mère, du coup, qui m'a mis tout de suite dans les Ivy League, les grandes universités américaines ou anglaises. Cette espèce de côté très carriériste, voilà, faut que tu sois avocate, bon, comme beaucoup de gens, je pense. Euh, Après, moi, à titre personnel, j'ai toujours été fascinée par les magazines, par la lecture en général. J'étais une enfant assez solitaire, donc j'ai passé énormément de temps à lire. Donc, je me voyais vraiment. En fait, j'ai jamais voulu choisir, en fait. C'est-à-dire que je me voyais écrivain en écrivant des bouquins et chroniqueuse dans un magazine de mode, sûrement. Et en même temps, businesswoman à la City à New York. Et en même temps, aventurière, quoi. J'ai toujours eu depuis assez jeune, en fait, le concept de choix m'a toujours ne m'a pas semblé intéressant, quoi. Je me suis dit, en fait, pourquoi on est obligé de choisir un truc? Moi, je veux tout faire. Donc voilà, ça a été ça. Quand j'étais jeune, tout de suite, je me suis dit, ouais, je veux faire un maximum de choses, en fait. Et comment tu l'as vécu, du coup, le fait de partir, revenir? Parce que j'imagine, est-ce que t'es fille unique ou t'as des frères et sœurs? Alors, ma mère et son mari ont eu une fille après moi, donc ma petite sœur, Éléonore, qui a quelques années de moins que moi. Et mon père, de son côté, a eu plusieurs enfants avec ses autres mariages, je pense à peu près 8 ou 9. Ah oui. Il y a eu des jumelles dans D'accord. le lot. Et du coup, ouais, quand tu es repartie, toi, vivre en France, comment ça s'est passé pour toi? Parce que j'imagine quand on a 8 ans, on quitte son île. Mais alors c'est moi qui voulais partir en fait parce que je me sentais pas très bien en fait à Ibiza. En fait j'avais mes grands-parents qui habitaient au Raincy et dans le 9-3 en banlieue parisienne, et j'allais en fait les voir pour les vacances scolaires, ou sinon j'allais en Israël chez ma tante, et c'était deux salles, deux ambiances, quoi. C'est-à-dire que tu passes d'Ibiza, de ce monde ultra glamour, un peu de jet-setter, à mes grands-parents qui sont voilà petits grands-parents juifs super mignon, quoi, super agréable. Après, l'Israël, où c'était vraiment un peu un village de hippies, quoi, où tu marches pieds nus, tu fais de l'artisanat la journée, enfin bref. Et je me sentais vachement plus à l'aise là-bas, et j'ai toujours voulu, pour moi, c'est la vraie vie, en fait, d'habiter en France. Donc, je me suis retrouvée dans cette école primaire, là, au Raincy, et c'était trop bien, quoi. C'était trop bien. J'ai kiffé. Mais tu es quand même repartie. Ouais, je suis repartie parce que ça s'est pas très bien passé avec la famille, donc je suis repartie à Ibiza, et après je suis repartie vivre avec mon père une deuxième fois avec sa deuxième conjointe à l'époque, qu'on a attendu que ça se tasse. Ouais. Et au moment de faire le choix de tes études, du coup, ça s'est passé comment pour toi? Alors, le choix des études, ça a été ultra compliqué. J'avais vraiment la pression était monstrueuse. Donc, ma mère, en toute américaine, était très, très, très poussée sur les études. Moi, déjà, de base, alors, aucun de mes parents n'en ont fait. Donc, pour moi, c'était un peu, c'était un peu compliqué, quoi. Genre, les mecs, vous êtes mignons, mais moi, je vous crois pas, en fait. Vous avez une vie qui est trop bien. Vous êtes tous les deux entrepreneurs. À quelle heure, en fait, moi, il faut que j'aille faire des études pour faire la même chose que vous? Il y avait déjà une incohérence, quoi, pour moi. Donc très tôt, et je me suis très vite rendu compte aussi que le système scolaire, pour moi, c'était très 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 compliqué, quoi. J'avais des facilités en langue. Bon, voilà, j'ai vraiment un profil qui est vachement plus littéraire, quoi. Donc on va dire que jusqu'à la séparation dans le système français, vous savez, en seconde, où on passe en S ou EL, ou non, ES, pardon, L ou S, jusqu'à là, c'était un petit peu compliqué pour moi, l'école, parce que voilà, j'avais des notes catastrophiques dans les autres disciplines, et dès que c'était de l'histoire, de la philo, etc. Et là, tout de suite, c'était plus cool. Et quand j'ai compris qu'on pouvait choisir ce qu'on voulait faire après, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais arrêter de travailler dans les autres matières, parce que de toute façon, je sais que je ferai un bac L, quoi. Mais même là, c'était pas assez. Et j'ai décidé, en fait, de m'écouter pour le coup, et de passer mon bac en candidat libre, parce qu'en fait moi j'ai toujours voulu travailler. Donc c'est à l'époque où j'ai quitté Istanbul. En fait j'ai fait 2 années de lycée à Istanbul, et ensuite j'ai demandé à aller vivre seule en Israël. Il y avait l'internat du lycée français qui venait d'ouvrir, donc j'ai pris une place là-bas, quoi. Mais j'ai vraiment vendu le projet à mes parents, genre vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Et j'ai passé mon bac en candidat libre. Donc bon, au début, tu regrettes, hein, parce que tu reçois en fait une pile de bouquins qui fait ta taille, c'est écrit en noir et blanc, il n'y a pas d'image. Voilà, ton programme pour l'année, tu te débrouilles. Et là, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Et ça a été vachement dur, mais en fait, au final,
j'ai eu un bac avec mention très bien, félicitations du jury. J'ai eu 19 à mon bac de maths alors que j'avais pas plus que 3 de moyenne toute l'année. Et ça a vraiment implanté en moi le concept de, en fait, si tu penses que tu peux le faire à ta manière, tu peux le faire en fait. Ah, c'est fou. Ça m'a un peu joué des tours par la suite parce que du coup, ça s'est trop implanté en moi. Mais pour moi, je me suis vraiment dit, non, mais tu vois, genre, enfin, personne n'était d'accord. Tout le monde t'a dit, ouais, tu vas te foirer, tu vas pas y arriver. Et moi, je savais que je travaillerais mieux seule à ma manière, enfin, à mon rythme, que de suivre le système, quoi. Et ça m'a vachement bien réussi. Et du coup, tu étais en internat en Israël pour faire ça? Ou quand Oui, t'as passé... c'était les deux, en fait, j'ai fait les premiers 6 mois de ma première là-bas dans l'internat et après bah, encore c'était toujours pas assez indépendant pour moi donc j'ai pris un studio à Tel Aviv que ma mère m'a aidé à payer au début et ensuite j'ai trouvé un job dans un resto le week-end et du coup la semaine je passais mon bac quoi et pour répondre je pense que ta question initiale c'était les études j'ai un peu divagué Non, non, mais c'est du parfait. coup après, ça a été vraiment la question. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis partie, donc après Tel Aviv, je suis partie en Australie et je me voyais tout le temps, en fait, aller là-bas et faire des études et m'installer et voilà, quoi. Et on n'en parle plus. Sauf que le truc, c'est que j'ai jamais réussi déjà de une à envoyer les dossiers. Alors, c'est un truc super con, hein, mais tout ce qui est Parcoursup, etc., moi, j'ai vraiment une phobie administrative, quoi. Et enfin, c'est très, très difficile. Et j'ai jamais réussi à avoir la continuité administrative pour pouvoir en fait m'inscrire dans ces universités-là. Après, j'ai été acceptée dans certaines universités aux États-Unis, mais bon, pour le coup là, il y avait plus les fonds pour les payer, donc c'était un peu encore un autre problème. Et à Paris, pareil, j'ai été acceptée dans certaines facs, mais bon, je j'avais pas d'endroit où vivre. Enfin, et en fait, ça m'a vite saoulée quoi. Donc à un moment, j'ai dit bon les mecs, vous savez quoi, si vous êtes mignons avec votre histoire d'études là, mais moi j'ai envie de toute façon en vrai de vrai j'ai envie de travailler, donc en fait je vais partir travailler, on verra plus tard quoi, je pourrais peut-être faire des études plus tard, mais j'ai mis du temps à me décrocher du rêve de ma mère, on va dire, qui était que je fasse des grandes études quoi. Et c'était quoi, du coup, tu disais, moi, quand j'ai envie de travailler, tu savais ce que tu avais envie de faire ou juste le fait de travailler et d'être autonome? Non, juste le fait de travailler, d'être autonome, je pense qu'il y avait quand même une grosse partie qui venait de l'envie d'avoir une liberté, une autonomie financière, tout simplement, puisque bon, voilà, je viens d'un très bon milieu social, mais j'ai une aversion à la demande, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais demandé, quémandé, j'ai jamais eu de voilà d'argent de poche fixe, de trucs comme ça. J'ai tout de suite voulu avoir mon argent, ma life, et je pense que ça passait un petit peu par là. Et puis c'est surtout que il y a une énergie dans le travail, une potentialité de rencontre, une potentialité de choses à apprendre que je trouve vachement plus vaste en fait que celle des études. Après, moi, j'apprends beaucoup par mimétisme, par action. Donc, évidemment, après, j'arrivais dans des endroits, j'étais complètement paumée, quoi. J'avais pas les skills du tout pour les jobs que je prenais, mais en quelques semaines, voilà, tu t'adaptes et je trouvais ça vachement plus valorisant en fait que l'apprentissage académique qui pour moi était un peu compliqué, quoi. Ouais. Et donc, tu as fait quoi alors t'as fait quoi du coup comme boulot? Alors, bon, j'ai commencé avec un grand pied dans la restauration, évidemment. Ensuite, j'ai travaillé dans des casinos, j'ai été gérante d'un vignoble, j'ai été wedding planner. J'ai fait pas mal de traductions, j'ai beaucoup écrit comme rédactrice, comme pigiste. Bon, à l'époque, plutôt sur des magazines et aujourd'hui, plutôt dans le web. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Comment on fait d'autre? devient, comment on passe du casino à wedding planner? Non, mais alors par coup de bluff total, c'est-à-dire que je travaillais sur un resto à l'époque qui était magnifique, qui était du coup sur l'exploitation viticole. C'était trop beau, c'était un espèce de restaurant sur pilotis dans un lac avec des champs de lavande autour, bref. Et j'arrive là-bas, donc c'était en Australie, vraiment dans un coin complètement perdu. Et la nana, elle vend en fait sur le menu je sais pas, genre des feuilletés à la saucisse, quoi, enfin des trucs tout pourris, des cornets de frites. Et je disais, mais attends, t'as un endroit qui est incroyable, viens, on fait un truc incroyable, en fait. Donc, j'avais de la chance, je travaillais avec ça. C'était son resto et elle était un peu jeune, en fait, c'est son père qui lui avait donné le resto en mode éclate-toi, quoi. Et donc, en fait, on s'est mis à créer un menu, un premier menu. Après, moi, j'ai toujours eu j'ai été végétarienne, végane pendant super longtemps. Donc, j'ai eu une vraie appétence pour la cuisine, on va dire, végé, un peu fusion, quoi. Donc, on s'est éclaté, on a fait un super menu et c'est vrai qu'en peu de temps, avec une petite campagne de communication, l'endroit est devenu un vrai spot à la mode de là-bas. Et il y a un jour une nana qui nous dit ah c'est dommage, j'aurais bien aimé me marier ici. On a dit bah
vas-y, en fait. Et Gab, elle me mettait des coups de pied sous la table, genre, non, mais meuf, on ne peut pas organiser de mariage, en fait. Et j'ai dit, bah, si, t'as pas de problème, on va y arriver. Elle veut se marier ici, on a la place, il y a tout ce qu'il faut, c'est bon. Je suis sûre qu'on peut le faire. Et donc, ça a été le premier d'une petite série. Après, moi, je suis partie, mais je pense qu'ils ont continué à en faire. Super. Et tu disais que tu as été végane et tout, mais tu l'es plus aujourd'hui? Alors là, si, je le suis par, on va dire que j'ai quand même arrêté quand j'étais dehors, évidemment. C'était plus trop l'actualité. C'était plus trop mon actualité. Après, moi, c'est pas par efficience énergétique, quoi. C'est-à-dire que euh, j'aime pas le nommer parce qu'il n'y a pas d'extrémisme, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarienne. Après, globalement, si j'ai le choix, dans 99,9% des cas, je préfère éviter de manger de la viande ou des produits laitiers ou enfin tout ce qui vient d'un animal, quoi. Après, voilà, j'ai des chaussures en cuir. Enfin, je suis pas végane dans le grand sens du terme, mais par contre, c'est juste que ça me fait du bien. En fait, surtout là, quand j'ai un rythme de travail assez poussé, etc., je me rends compte que ça me fatigue, en fait, la digestion du reste, quoi. Donc voilà. Puis je pense que à grande échelle, il y a quand même il y a une sorte de grand loop du karma qui s'opère quand même, parce qu'aujourd'hui, on a quand même la connaissance pour savoir que la culture des produits animaliers, etc., c'est quand même un peu un des trucs qui est en train d'éclater la planète. Donc moi, je suis pas non plus ultra écolo dans ma life, mais c'est une des choses où je sais que j'ai pas forcément envie de participer à cette économie-là. Et si en plus, dans le loop, en ne participant pas à cette douleur de la terre, je peux moi m'enlever de la douleur physique et énergétique. Je pense que c'est une belle boucle, quoi. Ouais. Donc voilà. Et alors, donc, du coup, tu disais, donc, tu as été traductrice aussi, parce qu'en effet, tu parles beaucoup de langues, on peut le dire. C'est ça. L'anglais est vraiment ma langue maternelle. Le français aussi, franchement, au même niveau. Moi, j'ai mon fils en anglais, ça s'est fait assez naturellement. J'ai l'espagnol aussi, le portugais que j'ai appris au Brésil. Et ensuite, l'hébreu, bon, je suis un petit peu rouillée parce que c'était quand même il y a 10 ans, mais que j'ai appris vraiment assez rapidement pour devenir, bon, pas bilingue, mais que je parlais vraiment très, très bien à l'époque, quoi. Donc, j'ai beaucoup travaillé surtout avec l'anglais, le français et l'espagnol à l'oral. J'ai travaillé au consulat français aussi pendant un moment. Et je faisais beaucoup de traductions. En fait, moi, de la même manière que j'ai pas pu faire les dossiers d'inscription à l'université, j'ai genre moi aller postuler pour un travail, faire une lettre de motivation, tout ça, ça me saoule en fait, c'est trop long, quoi. Donc je sais pas, moi je me baladais et je voyais des restos et je voyais que leur menu il était traduit mais super mal et du coup j'allais voir, je disais bon voilà, moi je parle 5 langues, là votre menu c'est une catastrophe, venez on fait un truc, moi je vous traduis tout, ou ils me payaient ou sinon par exemple il y a un restaurant qui était juste en bas de chez moi, je dis franchement je peux venir manger tous les soirs gratuitement pendant 1 an et je vous traduis tous vos menus, quoi. Et c'est cool. Enfin, j'ai beaucoup travaillé comme ça, en fait, dans le sens où, bon, vous avez besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, On fait un venez, on deal. troque, quoi. Ouais, voilà, venez, on s'organise. Et dans Qui veut être mon associé, tu disais donc que tu avais monté une entreprise. Alors, j'ai essayé, ouais, en fait, je suis partie du Brésil, j'ai eu une idée là-bas, encore une idée. Je voulais faire de l'import-export de textiles, en fait, entre l'Asie et la France, parce que j'ai vu que là-bas, ils étaient très friands des produits asiatiques et qu'on les vendait pas forcément. Et moi, j'avais déjà habité à Bangkok, donc j'avais quand même des contacts là-bas, etc. Donc, je voyais déjà le truc tout fait, quoi. Et bon, ça s'est pas très bien passé. J'ai partagé ce projet-là avec une personne qui n'était pas forcément aussi motivée que moi et qui, au final, n'a pas du tout suivi, quoi. Donc, ça a catapulté en plein vol. On avait déjà commencé à investir à droite, à gauche, mais ça a pas pris, ça a pas fonctionné du tout. C'était une catastrophe. Et c'est là, du coup, ça a commencé à être la descente pour toi? Ça a vraiment été un mélange de tout. Je pense que je suis quand même aussi arrivée un petit peu à, à la fin de ma force vitale globale, c'est-à-dire que j'avais quand même fait 2 ans en Australie, 2 ans, 1 an et demi à Bangkok, 2 ans au Brésil, avant ça à Istanbul, et à chaque fois je partais dans une recherche en fait de quelque chose que je ne trouvais pas en fait, et C'est à cette chaque fois un espèce peu une d'éternellement fuite. recommencement. Oui, mais complètement. Mais c'était une fuite parce que c'est ce qu'on disait en début de conversation. Il fallait que je retourne à l'intérieur, en fait, pas à l'extérieur, quoi. Et je m'attendais vraiment à trouver un endroit où je me sente chez moi et rencontrer des gens qui m'aiment, etc. Mais en fait, ça a jamais marché, quoi. Je pense qu'il y a ça. Et puis après, il y a surtout le choc d'arriver à Paris, Paris, mois de janvier, plein hiver, gris, tout est gris, les gens sont gris, la bouffe est grise, c'est horrible, quoi. Et j'ai pas tenu le choc, quoi. Après 10 ans de liberté, d'étranger, de soleil, de rencontres, ça m'a trop mis une claque et j'ai une dépression, hein. Après,
on sait maintenant que c'est chimique, quoi. Quand ton cerveau, il arrive plus à se sortir de cet état-là, c'est qu'il y a un truc qui va vraiment pas bien, quoi. Et ça, quand tu as commencé à tomber en dépression, bon, de toute façon, enfin, moi, c'était pas une dépression, c'était un burn-out, mais il y a quand même la phase de déni Ouais, au départ, hein. Mm, mm, mm. Et ton entourage, ils ont pas vu que du coup, tu commençais à sombrer? Ben, j'étais à l'époque au tout début chez mes grands-parents, donc qui sont au Raincy. Voilà, ma grand-mère a vu que ça allait pas bien du tout. Elle m'a dit, bah, va voir un psychiatre. Il faut que tu prennes des médicaments, quoi. Ça va t'aider, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir un psychiatre qui m'a mis direct sous médoc. Mais le truc avec la médication, c'est que alors, j'ai toujours eu une assez forte conscientisation de mon intérieur, même si j'avais pas encore creusé. Et c'est vrai qu'en fait, je sentais l'effet des médicaments j'avais vraiment l'impression, en fait, qu'on avait mis tu vois, quand ta casserole, elle bout et tout, mais on avait juste mis un couvercle, en fait, dessus. Donc, c'était encore en train de bouillir, mais ça faisait comme ça faisait ta. Et, ça m'allait pas non plus, en fait. C'est-à-dire que j'avais plus non plus d'émotions vives, mais je sais pas, j'avais l'impression d'être entre les deux. Et ça m'allait vraiment pas du tout non plus, quoi. Donc, j'ai suivi ce traitement pendant un petit moment, puis après, j'ai tout arrêté du jour au lendemain, chose qui est pas du tout recommandée à faire. Mais bon, au final, ça a pas été dramatique. Et donc, j'ai arrêté aussi vite que j'ai commencé, quoi. Ça m'allait pas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Mais après, j'ai de fil en aiguille, en essayant de chercher quelque chose qui me touche, quoi. Quelque chose qui me donne une envie, un intérêt. J'ai commencé, enfin, ça s'est fait complètement naturellement, c'est-à-dire que je me posais souvent dans les Starbucks après le travail. C'est un peu une safe zone pour moi. J'ai un grand fétiche du Starbucks de par du côté américain sûrement, et je me suis toujours sentie bien là-bas. Donc je me posais là-bas, et bah, quand t'es à Saint-Lazare, tu vois tout le temps les mêmes mecs qui passent, qui te demandent une clope, machin. Bon, moi normalement je parle avec eux, et en fait bah, j'ai trouvé de l'humain, quoi. J'ai trouvé des gens qui me jugeaient pas. J'ai trouvé, je sais pas, j'ai trouvé une once d'humanité que j'avais pas réussi à trouver dans mon job. Après, c'est normal, j'étais complètement décalée, en fait. C'est normal que j'ai pas pu m'intégrer aussi de l'autre côté, quoi, de la barrière. Et petit à petit, je commençais à passer un petit peu de temps avec eux, à traîner dehors. Et en fait, je me fais un peu happer par tout ça. Après, avant de comprendre en fait qu'il y a le crack derrière, que c'est des gros fumeurs de crack et que c'est toute une communauté. Au début, moi, c'est juste, voilà, c'est des balades dans Paris toute la nuit. C'est des endroits un peu secrets où on se pose pour boire une bière. Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression de vivre un truc de ouf. Après, j'étais aussi mature, que j'étais aussi complètement naïve et vraiment à côté de la plaque, quoi. Parce que moi, j'arrivais vraiment du monde des bisounours. Et T'avais voilà. quel âge? J'avais 20 ans, je pense, 20 ans, 21 ans, à peu près. Et là, j'ai commencé à traîner quand j'ai compris qu'il y avait toute cette communauté souterraine de fumeurs de crack. Alors là, c'est encore ma manière de fonctionner. Je me suis dit, mais attends, c'est génial. De toute façon, là, ça m'intéresse pas ce que je suis en train de faire. Je vais vivre avec eux. Je vais infiltrer la communauté. Je vais écrire un bouquin, parce que j'avais lu un livre étant plus jeune qui m'avait vachement marqué, d'un journaliste américain qui était, je me rappelle plus qui c'est, mais qui était rentré, pareil, qui avait infiltré en fait une communauté de gens qui vivaient sous terre à New York, et au point qu'ils en avaient même une langue à eux parce qu'ils voyaient plus la lumière. Enfin, c'était un truc complètement romancé, quoi. Mais ça m'avait vachement marqué. Je me suis dit, en fait, je vais faire comme lui. Je vais infiltrer la communauté. Je vais écrire un bouquin. Au moins, ça sera quelque chose d'utile de mon état mélancolique, quoi. Sauf que bon, de fil en aiguille, tu commences à vivre dehors, quoi. Et après, j'ai rencontré en fait le père de mon fils dehors, et ça a été le facteur imprévu, quoi, qui a mis le livre de côté, qui a tout mis de côté. Et ça a été une histoire d'amour extraordinaire. Au-delà d'une histoire d'amour, ça a été surtout une histoire j'ai presque envie de dire de camaraderie, quoi, parce on était vachement plus comme deux soldats qui sont ensemble au front que comme deux amoureux, quoi. Et bon, après les consommations on fait que monter, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment tu perds pied, quoi, Et complètement. comment tu Donc il y avait fais plus pour de livres, il y avait plus financer, rien. du coup, pour financer le crack? Parce que alors, j'ai aucune idée de combien ça vaut, mais bon, j'imagine que ça vaut quand même forcément un peu d'argent. Oh, bah, c'est à l'échelle de ce que tu peux te permettre, mais le concept, en fait, c'est que quand tu fumes, à partir du moment où la fumée sort de ta bouche, t'es déjà en angoisse, en fait, de comment t'en reprocurer, quoi. Donc c'est vite un loop infernal, et en fait, tant que t'as des pieds qui te permettent de marcher, tu vas tout faire, en fait, pour pouvoir fumer. Et nous, on faisait la Manche à l'époque, tout simplement. J'ai fait la Manche dans tout Paris pendant très très longtemps. Et au moment où, du coup, tu t'es dit, bon, bah, je vais commencer à aller vivre avec eux, comment ton entourage,
Je leur ai pas exactement dit, évidemment. Après, mon entourage, c'est un grand mot. C'est-à-dire que j'étais déjà partie de chez mes grands-parents pour aller vivre chez mes cousins qui m'avaient D'accord. laissé leur canapé, qui habitaient dans le centre. Donc, mes grands-parents, je leur ai dit que j'avais trouvé un studio, que j'avais trouvé un taf dans un resto. Enfin, je leur ai dit n'importe quoi pour pas leur faire de la peine, quoi, parce que c'était pas, ils ont pas besoin de savoir. Et mes cousins, franchement, je sais même plus ce que je leur ai dit, quoi. Pareil, que j'avais dû trouver un truc, que j'ai rencontré un mec, ou je sais pas quoi. Bref. J'avais pas de lien très fort avec qui que ce soit, en fait. C'est-à-dire que Ouais. moi, je revenais de 10 ans à l'étranger. Mes grands-parents, ils ont toujours été là, mais je les ai toujours énormément préservés. Donc, ils sont là. Pour eux, c'est comme si j'étais leur petite fille de 8 ans, quoi. Il y a rien qui a changé. Et de l'autre côté, mes cousins, bah, ils m'ont hébergé parce que j'en avais besoin. Mais c'était des amis, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais dit à personne quand ça allait pas bien. Ouais. J'ai toujours gardé la façade, quoi. Donc, quand j'ai dit, ouais, non, mais t'inquiète, je m'en vais. Comme quand j'étais à l'étranger et que j'étais en panique parce qu'il y a rien qui va ou parce que en fait t'as peur ou parce que en fait, t'as visé plus haut que toi, et ben j'ai jamais appelé personne pour leur dire non mais en fait j'ai fait n'importe quoi et maintenant j'ai attendu et j'ai trouvé des solutions et au final ça devient une expérience incroyable, mais au début t'as toujours ce truc là où tu te dis mais qu'est-ce que je fais en fait, je fais n'importe quoi. Ouais, ça, c'est alors dans des situations différentes, mais on en avait parlé avec Mathieu Torder, qui est le plus jeune explorateur français. Et il racontait que Génial. ouais, génial. En fait, Mathieu, il raconte un truc génial. Il dit sa première expédition. Il a fait le tour d'Europe en vélo. Il n'avait jamais fait plus de vélo que toi ou moi, tu vois. Et il s'est fait prêter un vélo, je crois, de mémoire. Et en fait, il était genre début août sur son vélo dans un endroit mais complètement paumé. Et il s'est dit, mais il a pensé à tous ses copains qui étaient en vacances. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et puis bon, au final, son expérience, enfin, son aventure a été géniale et ça a été la première de toutes les aventures qu'il a faites. Et maintenant, c'est vraiment voilà un aventurier hyper reconnu et tout, mais en effet, dans tous ces moments de vie où tu te dis, bah voilà, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Exactement ça. Et c'est ce qui crée aussi d'ailleurs les souvenirs hein, et l'expérience. Et si c'était si c'était trop simple, on aurait aussi moins de fierté aussi derrière. Je pense il y a une vraie balance énergétique qui s'opère en fait. Moi, vu que ça m'est arrivé pas mal de fois, cette espèce de sentiment-là, c'est qu'en fait, en réalité, je pense que c'est à la mesure de l'intensité de ce sentiment-là, de genre, mais à quel point je suis hors de ma comfort zone là, mais comment, pourquoi, plus ça c'est intense et plus en fait le moment où tu auras surpassé ça, parce que forcément dans ton instinct de survie tu vas le faire, mais plus en fait ton ressenti global de l'expérience il va être fort en fait. Pour moi, c'est vraiment une échelle de mesure. C'est-à-dire, plus tu te dis, mais là, j'ai fait vraiment un truc de ouf, et plus, en fait, ouais, ça va être ouf, quoi. Ouais. Et tu Mais leur plus en c'est avais. dur. Ouais, bah, c'est clair. Et tu en avais parlé du coup enfin, ta bande, tes amis et tout de la rue, du fait que tu avais eu l'intention d'écrire un livre, ou c'est un Pas truc du tout. finalement que tu avais complètement occulté après? Vraiment pas du tout. Bah non, pour moi, après, moi, j'ai toujours. Alors, j'ai vraiment. J'ai grandi la tête dans les bouquins, quoi. Donc, j'ai vraiment une âme qui romance tout, quoi, naturellement. C'est-à-dire que tout pour moi est intrigue de roman, quoi. Donc, moi, non, non, l'idée, c'était d'être en incognito, quoi. Le soir, j'avais mon dictaphone, je me rappelle, j'étais là, genre, ouais, j'avais trop l'impression de vivre un film. Moi, à l'époque, j'avais l'impression d'être une rockstar, hein. C'est-à-dire que c'est le truc qui m'avait sorti de mon état apathique où j'écoutais ses confessions, je faisais des sortes d'analyses psychologiques détournées de ce que je voyais, j'essayais de comprendre la racine. Bref, j'étais vraiment partie comme une investigatrice, quoi. Mais bon, ça a duré un mois. Après, j'ai vite lâché dès que j'ai rencontré Seth, le projet est passé à la trappe. Mais ouais, non, j'écrivais le soir et je m'enregistrais sur mon dictaphone, quoi. Tu les as encore, ces notes? Non. Et non, 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 il n'y a plus rien. Il y a rien y a rien qui tient, en fait, quand t'es dehors. C'est comme si tout, tu sais, quand t'as des vidéos avec des feuilles de papier là qui se détériorent dans le temps avec en fait la rue c'est comme si ça faisait ça sur toi en fait, il y a rien qui tient, les vêtements ils se trouent, ils se décomposent, tes chaussures c'est pareil, tu les mets un mois, elles sont éclatées, les papiers ils cornent, ils se rabougrissent, ils se transforment en poussière, c'est je sais pas, ça a un espèce de d'effet global de décrépitude sur tout ce qui est matériel, quoi. Donc non, j'ai rien gardé, j'ai plus rien. J'ai mes Et Timberland de qui, qui... l'époque. Et du coup, ton électrochoc, ça a été le fait de tomber enceinte? Oui, alors c'était pas. Moi, j'ai jamais trop nourri ce désir ardent d'être mère, hein, voire même pas du tout. Euh, mais il s'est passé quelque chose d'assez indescriptible, hein. On était un peu proche je sais pas, j'avais une sorte de croisée des chemins
Et quand j'ai décidé de le garder, par contre, c'était inenvisageable pour moi vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire même pas forcément. En fait, au début, quand t'es enceinte, y a pas d'enfant, il y a pas de bébé, quoi. T'as 1 mois et demi, y a rien qui change en fait. Mais j'ai vu tellement de femmes se prostituer enceintes jusqu'aux yeux, etc. Enfin, c'est des femmes que moi j'ai consolées après, qui se sont endormies en pleurant sur mes genoux. Enfin, et je me suis dit, mais par mon empathie assez forte, je me disais, mais j'imagine même pas ce que ça doit être d'être dans leur tête. Enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment horrible et vraiment marquant. Et en fait, ça m'a tellement marqué que je me suis dit, mais en fait, moi, pour ne pas vivre une seconde de ce que ces femmes ont pu ressentir sur elles-mêmes, quoi, jamais je le ferai, en fait. Jamais je passerai ce cap-là. Donc, du coup, j'ai arrêté net du jour au lendemain. Par contre, ça a été trop compliqué. Ouais. Parce que du coup, vous avez fait le choix à deux avec son père de le garder, ou c'était ton choix à toi toute seule? Non, il m'a beaucoup poussé, sachant que lui, il arrête pas de me dire, ouais, non, mais moi, je suis fait pour être Charlie Ingalls, en fait, je demande que ça. Genre, c'était le truc qui allait le ramener à lui-même, quoi. Et c'est vrai que lui, au moins, ça, je l'ai toujours vu, c'est-à-dire que lui, il a toujours voulu, une vie pépère, quoi. C'est un mec qui veut avoir sa petite maison avec son canapé en cuir, devant sa télé, tranquille, faire son petit job, revenir. Alors, moi, déjà, de base, si je suis sincère avec moi-même, je savais tout de suite que ça allait poser problème à un moment donné, parce que moi, c'est pas du tout le lifestyle que je veux, quoi. Oui, je savais qu'en termes de lifestyle, ça allait clasher, quoi. C'est-à-dire que moi, je j'ai pas lâché mon idée d'aller vivre à New York un moment, d'avoir une vie palpitante. Mais bon, voilà, quand t'es amoureuse, tu te dis, bon, on trouvera un équilibre entre les deux. Donc, bon, quand lui, il m'a dit ça, je me suis dit, bon, bah, c'est très bien. Comme ça, lui, il va faire père au foyer, il va faire son rêve de Charlie Gall, ça. Et moi, je vais pouvoir repartir bosser. Et voilà, quoi. Et c'est très bien. On aura un couple inversé. Et moi, je serai la nana qui ramène de la thune à la maison. Et lui, il s'occupera de l'enfant, voilà, de l'enfant. Et bon, au final, il a pas du tout réussi à arrêter. Pour pallier à mon manque d'instinct maternel et à mon envie de continuer à bosser, du coup, j'ai une fille au père qui vit avec moi à temps plein, qui est étudiante en droit ici à Montpellier. Qui est de quelle origine? Elle est centrafricaine. Et donc du coup, ouais, bon bah lui, il a utilisé, il a pas réussi à arrêter. C'est ça, il n'a pas du tout réussi à arrêter, voire même. En fait, c'est presque lui qui a fait une dépression, un postpartum, quoi. En fait, on avait une relation qui était tellement fusionnelle, on était vraiment, enfin, on n'avait que nous en fait dans notre vie, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun contact avec la famille et l'arrivée en fait d'une autre entité, de quelque chose en fait à part lui dans ma vie, il a trop mal vécu, quoi. Donc en fait, comme les addictions, on sait très bien que ça c'est comme quand tu mets de l'huile sur le feu, quoi, dans ces moments-là. Donc en fait, il est parti encore plus en cacahuète qu'avant, quoi, en me voyant enceinte, en voyant que mon, mon, mon mon shift passait de lui à autre chose, en fait, à moi, à nous. Et ça, il a super mal vécu, quoi. Donc, il a commencé à consommer de plus en plus. Et bon, c'était vachement compliqué parce que c'est une grossesse. Moi, j'étais trop bien enceinte. Franchement, en vrai, je sais pas, c'était trop cool, quoi. Et par contre, lui, il venait, il fumait des grammes entiers de cocaïne dans la salle de bain à côté de moi. Bon, quand on parle quand même d'une des drogues les plus addictives de la Terre, c'était vraiment pas facile, quoi. Mais bon. Surtout toi, du coup, qui Ouais. essayais d'arrêter de te. Moi j'ai complètement arrêté. J'ai même pas, j'ai fumé 2 clopes. Je me rappelle, j'ai fumé une demi-clope le soir de Noël et une clope entière le soir du Nouvel An, quoi. J'ai pas bu une bière. J'ai vraiment complètement arrêté mais par contre, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris cette décision-là, moi je savais que j'allais pas craquer vraiment purement par principe moral, comme je t'expliquais tout à l'heure. Mais par contre, le reste de ton corps n'est pas d'accord en fait automatiquement avec ton mental. Donc c'est à dire que t'as des sueurs froides, enfin il y a le mental, il y a le mental du fond, vraiment le subconscient pour le coup qui sait que tu craqueras pas quoi qu'il arrive, mais le reste de ton usine à penser te donne tous les scénarios possibles et inimaginables pour t'autoriser à craquer juste une fois, quoi. Et ça a été pendant c'est long, une grossesse, quoi. Des 8 mois, 9 mois. Donc ça a été non, ça a été très très compliqué. Et puis bon de voir que en fait mon rêve de famille était en fait petit à petit en train de se détruire, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que plus je voyais qu'il était incapable de se responsabiliser et plus je me disais mais en fait meuf, t'es dans la merde, quoi. Enfin, je suis désolée, mais c'était vraiment ça. Je me disais mais là en fait non, en fait t'as fait un enfant, t'es seule et en plus t'en as un deuxième qui est en train de vraiment partir en live, quoi. Donc ça va être chaud, en fait. Et je commence à me rendre compte que ça va pas être facile. Ouais. Que ça va pas être facile du tout. Et là, du coup, à ce moment-là, quand tu tombes enceinte, là, tu dormais encore dans la rue à cette époque-là?
À cette époque-là, oui. Après, très rapidement, j'ai commencé à faire la manche pour aller au Formule 1 de Montrouge, justement, je me rappelle. Donc tous les jours, je faisais la manche, je me faisais un petit truc à manger, je prenais ma chambre au Formule 1 pour pouvoir être tranquille. Et ensuite, j'ai commencé. En fait, le truc, c'est que moi, j'habitais à l'étranger avant, donc j'avais pas d'existence administrative en France. En fait, j'avais pas de T'as pas de sécurité RIB, t'as pas sociale, de tout ça, quoi. Ouais. j'avais pas de RIB, pas d'adresse, pas d'impôt, rien, quoi. J'existais pas. Donc, j'ai commencé, toutes ces procédures-là. Ça commence par une adresse, tu te fais une domiciliation, ensuite c'est ultra long. En plus, moi qui n'aime pas faire ce genre de choses-là, c'était ultra compliqué, quoi. Puis t'as pas de téléphone, t'as pas d'ordinateur, tu es obligé d'aller dans un taxiphone. Enfin, c'est des trucs, bon bref. Donc, je fais tout ça et au final, je réussis à avoir une chambre dans un hôtel social en grande banlieue parisienne à Massy-Palaiseau. Et là, voilà, j'ai fait une partie de ma grossesse jusqu'à. Après, j'ai repris contact avec mes grands-parents qui m'ont aidé à trouver un HLM et un studio dans Paris. Et en fait, le jour où j'ai signé le bail pour ce studio-là, j'ai accouché. C'est fou. Genre, c'est bon, quoi. Et t'étais à combien de temps de ton terme? J'étais à 3 semaines. Ah, c'est fou, hein. Le mental. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai vraiment lâché les vannes pour le coup. Physiquement, quoi. J'ai fait, voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. On a un endroit. C'est bon, on a une maison. Et donc là, du C'était coup, la ouf. maison, c'était juste pour toi et ton fils. Ben non, on était encore avec Seth. On était encore avec son père. Moi, j'ai vraiment gardé. En fait, j'avais un vrai dilemme de loyauté euh, qui s'imposait à moi. C'est-à-dire que c'est toujours la comparaison que je donne, mais pour moi, avec Seth, on a vraiment fait la guerre. En fait, on a failli mourir ensemble plusieurs fois. On a fait des choses très, très fortes. On a été 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble pendant 4 ans. C'est énorme dans des conditions très, très dures. Et en fait, j'ai vu son cerveau. Il n'était pas comme ça en fait à la base, mais j'ai vu son cerveau fondre au fur et à mesure des consommations parce que lui, ça faisait bien plus longtemps que moi qu'il consommait. Et c'est comme si tu fais la guerre avec ton meilleur pote et que là, il se prend un obus, il a plus de jambes et tu fais quoi en fait? Tu vas pas le laisser derrière parce qu'il a plus de jambes. Et ça, c'est pareil. J'arrivais pas à le laisser derrière parce que pour moi, il avait juste perdu une partie de son cerveau en fait à cause de la drogue quoi. Et je pouvais pas me résoudre à l'abandonner quoi. C'était vraiment ça. Donc j'ai essayé voilà de le prendre avec moi le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on arrive à Montpellier et qu'il recommence un peu à faire n'importe quoi. Et là du coup j'ai eu ma dose, donc j'ai arrêté. Ouais. Et tu disais, vous avez failli mourir plusieurs fois que... Oui, alors 2 fois de froid, 2 fois de froid. Je me rappelle, il y avait une fois on était parce qu'on est parti aussi 6 mois vivre dehors à Amsterdam. Je trouvais ça plus rigolo. Et là-bas on est arrivé en plein hiver. Et je sais que il y a eu un soir où vraiment on était en train de s'endormir parce qu'on avait beaucoup, on s'était beaucoup drogué, donc forcément on était exténué quoi. En fait, tu te drogues pendant 3 jours non-stop, après tu dors pendant 2 jours, c'est un peu le rythme que t'as quoi. Et là on était en fin de rythme, donc t'es exténué, t'as pas mangé depuis 3 jours, t'as fait des milliards de kilomètres, enfin t'es vraiment à bout de force. Et en fait, on était en train de s'endormir. Et je sais, je le regarde, je sais, si on s'endort là, on va mourir. En fait, il fait trop froid, on n'a pas de force et il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et j'ai vraiment pris mes dernières forces et je suis partie je suis partie faire la Manche, je suis allée chez Decathlon, j'ai acheté des couvertures de survie, j'ai acheté un petit réchaud à gaz et je suis revenue in extremis, voilà, pour qu'on puisse s'équiper parce qu'on était dans une tente. Et ouais, et ce soir-là, franchement, on y serait passé. Après, il y a eu plusieurs anecdotes où on est vraiment passé vraiment physiquement quoi pour des. Après quand t'es dehors aussi t'as des problèmes de santé qui se posent quoi. C'est-à-dire que avec toutes les consommations tu fumes des trucs qui des fois sont pas du tout ce que tu avais prévu d'acheter parce qu'il y a des gens qui te vendent des faux, donc tu fais des. Enfin, il se passe plein de choses qui font que souvent voilà on a souvent atterri aux urgences. J'ai été hospitalisée plusieurs fois. Il m'a sauvé un jour on était en train de dormir dans le fin fond d'un parking et, et je me suis levée, en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé, je me suis levée pour aller aux toilettes, et là, boum, en fait, je suis tombée dans les pommes. Et c'est là qu'on avait un lien qui était vachement fort, parce que même s'il dormait, il s'est levé, il s'est inquiété, quoi. Il s'est levé, en fait, il est venu et il m'a porté dans ses bras sur 8 étages du parking pour m'amener en haut, pour trouver quelqu'un à 4 heures du mat, parce qu'on n'a pas de téléphone pour appeler les pompiers, pour qu'ils viennent me chercher. Au final, j'ai été hospitalisée pendant une semaine et, enfin, quand tu vis des trucs comme ça, quoi, tu as quand même un lien avec la personne qui est assez fort, quoi. Donc ouais. Et donc là, du coup, t'es dans le HLM, ton petit bonhomme naît. Comment tu fais du coup pour commencer à
à reprendre de l'air, retrouver un job Je mets un CV sur Indeed, hein, comme tout le monde, sachant qu'il y avait quand même un gros trou sur mon CV que j'ai essayé de meubler tant bien que mal. Après, il y a une T'as startup qui raconté s'appelle. quoi, du coup, en entretien? J'ai donné. Franchement, j'ai été assez carré. Enfin, de toi, moi, je sais plus si je pense pas avoir dit que j'avais passé 4 ans dehors. Je me souviens plus. Mais en fait, j'ai eu assez de postes sur toutes mes expériences précédentes pour juste pouvoir les stretcher un peu en fait et dire que après j'ai dit que j'étais enceinte, que j'avais pris l'année de ma grossesse, que je venais d'accoucher. Donc ça faisait plus de 2 ans à rattraper. Et en fait, en rajoutant 3 mois par-ci, 3 mois par là Ouais, mes vraies expériences professionnelles, ça c'est un peu ouais. ça s'est arrangé quoi. Euh, mais c'est surtout, en fait, eux, ils m'ont choisi. Du coup, j'ai été appelée par une startup qui s'appelle Miro, qui avait besoin surtout de profils qui parlaient plusieurs langues. Donc, j'ai été complètement sélectionnée pour ça, je le sais. Euh, et j'ai commencé à travailler direct. Et là, c'était encore un autre changement à 360 degrés, quoi. Je me retrouve dans ce rythme de jeunes start-upers Ouais, parisiens qui tous Miro, pour ceux qui bronchés. connaissent pas, c'est une énorme, enfin, ouais, c'est la start-up par Ouais. excellence qui a Mais levé c'est ça. plusieurs millions d'euros. Enfin, c'est même plus des dizaines, c'est des millions, c'est des dizaines de milliers de millions d'euros. Super spirit, tout le monde est beau, tout le monde est bankable, genre à la pointe de la mode, les sneakers, les machins. Moi, je suis là, je sors de 4 ans de rien du tout, quoi. Je sais que j'ai mon swag à l'ancienne, pas à l'intérieur de moi, mais j'arrive pas du tout à linker avec les gens, quoi. Je suis trop loin. Je suis trop loin, il y a eu trop de décalage. Mais bon, malgré ça, je sens que je kiffe, quoi, que j'aimerais trop m'intégrer, mais j'avais déjà toute cette organisation à la maison. C'est moi qui m'occupais du petit, c'est moi qui m'occupais du père aussi, qui me faisait des crises de parano des nuits entières. Enfin, je faisais encore la manche à cette époque-ci dans le métro pour combler, en fait, pour pouvoir payer, En plus du bah coup voilà, ouais, en plus de ton bah, job, j'ai tenu qu'un mois hein, chez eux, mais en fait, le premier mois, t'as pas de salaire, quoi. ouais. Donc avec le loyer machin et puis bon il y avait quand même Seth qui avait des consommations enfin bref il fallait trouver de l'argent quoi. Donc je faisais en fait tous les soirs la manche encore pour compléter les courses, les couches, les trucs comme ça. En même temps, je travaillais. Le soir, je dormais pas beaucoup parce que mon fils dormait pas beaucoup. Et entre mon fils qui dormait pas et les crises de parano de 7, j'arrivais le matin. Je me rappelle, ils étaient obligés de me mettre des coups de pied parce que je piquais du nez devant mon ordi. C'était une catastrophe, quoi. Et pourtant, j'aurais pu être super compétente, mais voilà, ça a pas été un succès. Et du coup, après, par contre, j'ai rencontré là-bas, j'ai rencontré là-bas une nana qui m'a beaucoup aidée, grâce à qui j'ai quand même vraiment réussi à changer de vie, qui m'a proposé en fait son appartement à Montpellier, qu'elle allait mettre en location. Elle m'a dit, bah, si tu veux, je te le garde. Je lui ai dit, il faut juste que je parte de Paris, en fait. Il faut que je parte, sinon je vais mourir. Vraiment. Et du coup, je suis partie à Montpellier. Et ça, c'était quand du coup Montpellier? C'était il y a 3 ans et demi, je pense. Donc là, c'était plus, enfin, le Montpellier, ça a été l'opportunité de te dire, je quitte Paris et c'était pas, il n'y avait pas de choix entre guillemets réfléchi sur Montpellier en Pas tant que du tout. tel. Non, ça a vraiment été. Bah, après, moi, la problématique que j'avais, c'était la problématique du logement, hein, qui est encore la mienne aujourd'hui. C'est-à-dire que femme seule au RSA, c'est compliqué quoi pour trouver un appartement quoi. Et si tu veux trouver un job à 1005 à 1002 en fait tu peux pas non plus quoi. C'est-à-dire que avec tes frais avec ton enfant enfin c'est vraiment l'espèce d'entre-deux où tu es complètement coincé et quand j'ai eu cette option là pour avoir cet appartement là, bah, j'ai dit vas-y bingo quoi, on y va. Ouais. On y va et donc j'ai pris j'ai tout pris, j'ai pris son père aussi avec moi et au bout d'une semaine là-bas, il a recommencé un peu à faire n'importe quoi et du coup là, j'ai eu ma dose et j'ai dit stop. Ouais. Et du coup, professionnellement parlant, donc là, tu arrives à Montpellier, donc tu bosses plus chez Miro. Tu fais quoi? Bah là, j'arrête. C'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à me. C'est-à-dire que quand j'ai quitté Seth, j'ai quand même eu une grosse phase de vide qui était ultra salutaire. Hein. C'est-à-dire que moi qui pensais que ça allait être vraiment très dur, en fait, j'ai commencé à revivre tout de suite, quoi. C'est-à-dire que une semaine après, même, je crois le jour même, j'avais l'impression d'avoir des ailes. Je me sentais tellement plus libre, tellement plus. Ouah, c'était trop bien, quoi. Vraiment, je sortais d'un truc incroyable mais qui avait été complètement qui m'avait vampirisé complètement quoi donc bah, j'avais quand même un enfant en bas âge à élever et j'ai commencé à me réhabituer en fait à la vie normale quoi je sais pas enfin on se rend pas compte mais en fait au-delà de l'addiction c'est surtout c'est la rue quoi c'est le lifestyle de la rue qui est dur
qui est dur à faire partir. C'est-à-dire que voilà, t'as pas trop l'habitude d'être en appartement toute la journée. C'est un peu claustrophobique. T'as, je sais pas, tu sais plus trop aller boire un café, te poser en terrasse. Donc voilà, j'ai pris un peu le temps de me réhabituer comme ça petit à petit à la vie normale. Après, j'ai eu la chance de rencontrer aussi des gens ici. À Montpellier, c'est cool parce qu'on rencontre des gens assez vite, quoi. Donc, j'ai rencontré des gens, je me suis refait une petite bande de potes et j'ai commencé à prendre le temps de réapprendre à vivre, en fait. Sachant qu'en parallèle, j'avais quand même ma méthode, du coup, la méthode Mayadi, qui était déjà complètement en travail, en gestation, qui a commencé, en fait, à partir du moment où j'étais enceinte, cloîtrée et que j'avais rien d'autre à faire. Et du coup, j'ai continué à affiner ma méthode, à continuer à tester des trucs sur moi-même. Et là, j'ai commencé à me dire, OK, il y a un truc à faire. En fait, il faut que je le partage, ce truc-là. Alors, pour les gens qui ne savent Faire. pas ce que c'est la méthode Mayadi, est-ce que Ouais. tu peux en dire un peu plus? Bien sûr. En fait, moi, quand j'ai voulu arrêter, on m'a proposé deux choses. On m'a dit, en fait, où tu passes le reste de ta vie dans le sevrage, voilà, du contrôle, de la violence. Tu peux plus jamais boire un verre, tu peux plus fumer une clope, tu peux plus faire la fête parce que ça va te donner envie de consommer et que tu vas craquer et du coup, ça va être le retour de l'addiction. Ou sinon, tu t'arrêtes pas et tu vas culpabiliser pour le reste de ta vie. En fait, il y a aucune des deux options qui m'allait, quoi. C'est les mecs, j'ai 25 ans. À quelle heure en fait je vais passer le reste de ma vie sans c'est comme pour moi c'est vraiment le cliché de l'alcoolique anonyme que tu vois dans un film qui te dit non mais je suis un recovering alcoholic, je peux pas boire. C'est pas possible en fait pour moi. Donc je me suis dit il y a forcément un truc entre les deux. Donc j'ai développé et j'ai créé en testant énormément de choses, en me documentant, hein. J'ai créé vraiment une méthode qui propose aux gens d'apprendre à construire leur vie autour de leurs addictions et pas forcément contre. En partant du principe qu'on est tous addicts à quelque chose, en fait. Enfin, c'est OK, c'est comme ça. On est dans une société qui est super addictogène et au lieu de se dire, vas-y, je vais me battre contre le tsunami à main nue, mais dis-toi, non, OK, le tsunami, il est là, je vais peut-être apprendre à surfer et de toute façon, tu seras sûrement addict toute ta vie, en fait. Plus tu creuses ce sillon-là de, de, de d'insatisfaction dopaminergique et plus en fait après tu l'as, quoi, c'est la vie. Donc apprendre à vivre avec plutôt que d'essayer de le contourner ou de le nier, quoi. Donc c'est une méthode qui s'appuie sur des disciplines qui sont connues et reconnues, hein, mais c'est un grand mix and match de plein de choses. Et par contre il y a vraiment une secret sauce, c'est ton programme de 3 mois et quand tu sors t'es autonomisé en fait face à ta propre addiction, quoi. Moi c'est vraiment ça que je voulais faire, c'est-à-dire que je voulais pas que les gens aient besoin de moi, parce que j'ai été du coup coach à ce niveau-là par rapport à ça. Je voulais que les gens puissent avoir la méthodologie en fait de gérer n'importe quelle pulsion addictive. Ouais. Et ça, Voilà. du coup, Donc tu as la méthode, commencé c'est ça. avec du coaching individuel? Oui. Bah au début, alors après j'ai vite compris que j'étais une très mauvaise coach, hein, parce que c'est quand même c'est un mot qui est super galvaudé à tort et à travers, mais en fait être coach c'est vraiment une position d'accueil de l'autre, d'ouverture, c'est très délicat en fait, sinon tu fais juste du transfert et du contre-transfert et moi c'est un peu ce que j'ai fait parce que voilà, je me suis lancée dedans un peu comme ça, mais bon, malgré ça, j'ai quand même vu que l'impact était énorme, quoi, sur les personnes que j'ai aidées, sur énormément d'addiction à la cocaïne, énormément d'addiction au porno, souvent les deux ensemble, l'alcool, l'espèce de joyeux trio, quoi. Et j'ai vu que l'effet était cool, quoi. Était vraiment cool. Et c'est là, en fait, que l'idée de mettre cette méthode-là via une application, donc sans moi, est venue. C'est-à-dire que j'ai fait, OK, moi, genre là, ce que je leur apprends, ça leur fait du bien, mais moi, ma position, elle est pas forcément bonne parce j'ai trop de présence, en fait, j'ai trop d'impact. Je les pousse trop, en fait, dans le chemin. Il faudrait qu'ils le fassent seuls. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, OK, on va garder la méthode, mais en fait, on va la faire appliquer par quelqu'un d'autre que moi, quoi. Qui puisse la faire tout seul. Ouais. Et donc, c'est à partir de quand tu t'es dit, tiens, je vais commencer à postuler à qui veut être mon associé? Mais alors d'abord, j'ai été incubée chez Les Déterminés. C'est une association nationale, du coup, qui aide tout le monde, tous ceux qui ont une vague envie d'entreprendre, ils les prennent et ils sont vraiment axés sur toi en tant que personne, en fait, quel que soit ton projet. Et moi, ça a été quand même le vrai début, on va dire, de mon parcours entrepreneurial, c'est qu'ils m'ont donné toutes les clés. Et ils m'ont donné quand même un groupe de personnes qui étaient dans le même. Enfin, ça a été vraiment un gros passage pour moi d'être acceptée chez Les Déterminés. Et ensuite, après ça, j'ai juste dû passer un post sur LinkedIn, hein, et j'ai postulé comme ça, quoi. J'ai fait ma petite vidéo de présentation et la nana m'a rappelé Et qu'est-ce que le lendemain. comment tu l'as vécu quand elle t'a rappelé le lendemain pour te dire que Ah bah c'était incroyable.
c'était incroyable. Je me suis dit, non, mais vraiment, et enfin, il y avait plein de choses. C'est-à-dire que moi, j'étais consciente que j'étais quand même, mon projet était vachement jeune, en fait, par rapport à ce qui était attendu des candidats. Normalement, il fallait quand même avoir un chiffre d'affaires. Moi, il y avait rien, quoi. Par contre, je lui ai dit, voilà, moi, je cherche des fonds en recherche et développement. J'ai cette idée-là. Voilà ce que j'ai fait en 6 mois, un an seul. Si vous me donnez temps, bah, je peux faire ça. Et moi, c'est ça que je vais venir demander, quoi. Et je lui ai dit, après, je savais très bien que bon, mon histoire était quand même hautement télévisuelle, on va pas se mentir, je savais, mais moi, j'ai toujours voulu, c'est même pas dans une histoire de voyeurisme mal placé, c'est qu'en fait, c'est un peu ce que tu me disais au début, c'est-à-dire que moi, pourquoi j'ai voulu être aussi transparente là-dessus, c'est qu'en fait, si moi, aujourd'hui, j'ai pu faire ça, genre, je suis ni plus ni moins que personne d'autre, en fait. Donc, si moi, j'ai pu passer de la rue à entrepreneur et maman épanouie, etc., etc., ça veut dire que bah, si tu as juste un petit problème parce que tu trouves que tu fumes trop de joints le week-end, franchement, ça va le faire, quoi. Tu peux t'en sortir, quoi. Tu vois, genre, si tu as juste un petit problème parce que tu n'arrives pas à gérer ta conso de coke, franchement, ça va aller, quoi. C'est pas dramatique. Il y a pas de fatalité. C'est pas irréversible. C'était vraiment ce message-là que je voulais passer avec mon histoire, avec mon parcours. Ouais. Et donc, truc incroyable dans l'histoire de Qui va être mon associé, tu as eu tous les coachs et en plus qui t'ont dit on veut investir, mais pas exactement là où vous voulez qu'on investisse. Ouais, non, mais ça, c'était ça, c'était le facteur inconnu auquel moi, j'étais pas prête du tout. Après, évidemment, c'était une idée qui m'avait traversé l'esprit, mais j'avais pas du tout la confiance en moi, en fait, pour lancer un truc pareil, quoi. Alors, juste pour les gens qui nous ont pas, je... qui n'ont pas regardé Qui va être mon associé, parce qu'il y en a quand même quelques Français qui Oui, n'ont pas regardé. oui, c'est vrai, excusez-moi. Pas de souci. Si tu veux Qui va être mon raconter du coup. associé, c'est une émission un peu calquée sur une émission américaine qui s'appelle Shark Tank, où en fait tu vas et tu as 5 investisseurs de renom, notamment notamment Marc Simoncini. Tu m'entends? Ouais, c'est Ouais. bon. Le fondateur de Mythique, t'as Jean-Pierre Nadir, le fondateur de Easy Voyage. Enfin bref, t'as 5 entrepreneurs de renom et tu vas et en fait tu leur pitches ton projet, quoi. T'as 3 minutes pour leur présenter ton projet. Après t'as une demi-heure à peu près de questions-réponses. Ça Et en dure, fait, tu leur du coup, donnes. ça dure une demi-heure les questions-réponses parce que bon, évidemment, avec le montage télé, c'est coupé. Ah, mais ils mettent Après, moi, j'ai passé presque plus d'1 heure à parler avec eux, je pense. Ça a été très, très long. Mais ouais, ils coupent. Non, mais sinon, après, tu as vraiment un espace questions-réponses qui peut durer plus ou moins longtemps, quoi, selon les besoins. Donc tu vas, tu leur présentes ton projet et en fait, ils décident s'ils veulent investir ou pas, quoi. Et c'est toi qui fais une demande. Après, ils peuvent négocier la somme que tu as demandé. Mais voilà, globalement, qui va être mon associé, c'est ça. Et du coup, moi, je suis partie leur présenter Mayadi, la méthode, l'application et voilà, et demander 100 000 euros pour la développer. Et au final, ils ont tous dit non au début. Et le dernier juré, Jean-Pierre Nadir, qui a complètement changé ma vie, hein, qu'on se le dise, a dit, ah non, mais moi, les mecs, ok, j'entends que son projet, il est trop jeune, parce que c'est vrai que j'avais pas d'équipe, c'était trop jeune, mais ça fait 2 heures qu'on l'écoute parler, on est pendu à ses lèvres, elle a réussi aussi glauque que l'addiction. On a tous avoué les nôtres d'addiction. Enfin, il y a un truc à faire, quoi. Donc, moi, je mets 20 000 euros pour qu'elle fasse une chaîne YouTube. En fait, j'investis sur toi. Et du coup, Simontini fait, bon, bah, si tu mets 20 000, moi, je mets 20 000. Et en fait, ils ont tous mis 20 000. C'était ouf. Incroyable. Incroyable. Et donc là, on est 8 mois après. On est 8 mois après Qui va être mon associé parce que ça a été diffusé, je crois, il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Mais en fait, évidemment, il y a toujours un décalage entre le moment où c'est filmé et le moment où c'est diffusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, du coup, tu as eu 100 000 euros et des investisseurs associés absolument incroyables. Oui, alors après, bon, ça prend quand même énormément de temps. C'est-à-dire il y a beaucoup d'administration pour le coup. Entre le moment en fait où tu fais l'émission, tu reçois pas 100 000 balles le lendemain de l'émission, quoi. Au contraire, C'est c'est dommage. plusieurs versements. Oui, c'est dommage. Il y a plusieurs versements. On a commencé à recevoir les fonds, une partie des fonds en décembre. Entre-temps, bon, on n'a pas chômé non plus. C'est-à-dire que moi, par hasard total, j'ai rencontré la personne qui est aujourd'hui mon associé, mon associé de cœur, qui s'est associé avec moi en fait avant qu'on reçoive les fonds des investisseurs et avec qui en fait on a repris toute la méthode. Elle a une expertise beaucoup plus structurée, beaucoup plus stratégique. Elle fait de la stratégie de croissance externe pour des boîtes existantes. Donc c'est un peu exactement ce qu'il me fallait, quoi. Et elle a aussi un vrai background spirituel. Elle est très touchée par le sujet, quoi. Donc
Donc on a travaillé en fait tout l'été chez elle. On a repris tout ce que moi j'avais déjà fait sur la méthode pour le structurer, le passer en process. Enfin, on a vraiment pas chômé. Et ensuite, une fois qu'on a commencé à avoir les fonds, bah écoute, on a commencé à scinder en fait la boîte en deux, parce que c'est une question qui m'a beaucoup été posée par les internautes, c'est-à-dire ouais, mais du coup, donc quoi, t'as abandonné la méthode? T'as abandonné pas du tout en fait. C'est juste que ils avaient pas tort. Ils m'ont dit ouais, il faut que tu trouves une communauté, il faut que tu trouves une associée. Donc bon, l'associée c'est bon, je l'ai, une vraie associée partenaire tout le temps. La communauté, elle est en train de se créer grâce à l'émission. Et ensuite, on m'a aussi dit, ouais, on sait pas si ça va être bien reçu, si les gens vont être d'accord avec cette approche un peu particulière que tu as de l'addiction. Et du coup, j'ai décidé pour avoir un format YouTube qui me ressemble, en fait, de créer le concept des acrodates, c'est-à-dire que je pars, en fait, dans toutes les grandes villes de France et je vais juste interviewer des gens, mais vraiment en mode micro-trottoir ou en interview un petit peu plus cadré, mais pour avoir une sorte de maillage national de OK, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'addiction en fait, en tant que problématique sociale, c'est-à-dire que je suis pas dans le témoignage, on sait en fait que la rue, la drogue, c'est pas bien, on n'a pas besoin d'aller dans le détail quoi. Enfin, Oui, il y a pas besoin de. Il y a assez de, ouais, il y a assez bon. de films et tu t'arrêtes, tu regardes un mec qui vit dehors, tu regardes dans ses yeux 2 secondes et tu comprends que c'est pas très rigolo quoi. Il y a pas besoin d'aller plus loin. Mais par contre, en tant que vraie problématique sociétale, enfin, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et ça, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut envisager d'avancer quoi, d'aller plus vers une acceptation, enfin bref. Et donc du coup, je suis pas, j'ai décidé de faire ce truc-là que je suis du coup en train de faire. Là, je vais faire une ville par semaine euh, dans toute la France, et ça m'a permis de pallier au dernier truc quoi, c'est-à-dire comment on sait si les gens ils sont d'accord, bah je vais aller leur poser la question directement. Et là, Voilà, t'as déjà fait t'as fait déjà plusieurs villes? Ouais, là j'ai fait Paris, j'en ai fait 2 à Paris, j'en ai fait une à Montpellier, une à Marseille. Alors après il y a eu aussi énormément de temps qui est encore en cours hein, de prise en main du matos, du concept en fait, parce que bah encore une fois, c'est-à-dire que moi je suis partie d'être start-upeuse, de développer un truc dans le fond de mon bureau et à passer à aller interviewer des gens, à utiliser du matériel pour filmer, pour machin. Donc ça a été une catastrophe au début, c'est-à-dire que le son il prenait pas, c'était où ça grésillait. Du coup, j'ai dû en tourner 5 ou 6 des complètes qui sont inexploitables parce que au début la qualité d'image n'était pas bonne, ensuite le son grésillait, après j'ai essayé d'autres types de micros, ça marchait pas. Enfin, ça a été vraiment un long processus qui est toujours en cours où je suis encore en train de tester, voilà, pour trouver la manière optimale de filmer parce que en fait, moi, dans les milliards de conversations que j'ai eues pour créer ma méthode, c'est comme ça qu'elle s'est cofondée, en fait, ma méthode. C'est par les avis des autres. Mais dès que tu as une caméra et que ça va être diffusé, forcément, les gens sont quand même vachement moins enclins à partager ça avec toi. Donc c'était quand même assez... c'était un vrai challenge, quoi, de réussir à choper ce que moi, je voulais partager en spontanéité, malgré le fait qu'il y ait un micro, une caméra, quoi. Donc c'est en cours. Mais bon, je lâche pas le projet. C'est juste que ça prend du temps. C'est vrai, là, j'ai lu ça, je crois, sur le Huffington Post, que tu t'avais mis des cailloux dans tes chaussures parce que tu avais tellement peur de bouger pendant l'émission. Mais moi, j'ai un TDAH, une hyperactivité qui a toujours été là hein, depuis l'enfance, donc vraiment au sens, c'est quand même c'est une vraie différence neurologique, quoi. C'est-à-dire que ton cerveau n'achemine pas la dopamine de la même manière que les personnes qui ne sont pas atteintes d'un TDAH. Donc c'est quand même c'est une manière de gérer son énergie et son attention qui est très différente. C'est-à-dire qu'on pense souvent que c'est des enfants ou des adultes qui ont du mal à se concentrer. C'est pas ça. En fait, c'est juste que c'est pas toi qui décides quand et comment tu te concentres. Donc des fois, tu peux faire des phases d'hyper focalisation ou pendant 8 heures, mais c'est pas toi qui décides. Donc ça se trouve, tu vas te dire, bah, vas-y, aujourd'hui, je vais ranger mon tiroir de chaussettes et tu vas y passer 8 heures et tu fais vraiment un focus comme ça. Et des fois, en fait, pendant 2 jours, t'es incapable de faire quoi que ce soit, quoi. Mais vraiment. Et un des autres syndromes de ça, c'est qu'en fait, tu as beaucoup de mal à rester en place, quoi, être assise, parce que tu as toujours envie de partir faire des trucs à droite à gauche. Et donc, quand je pitch, je sais qu'une une des problématiques que j'ai, c'est que j'ai vraiment cette espèce de mouvement presque. Que tu as maintenant ce titre que les gens ne verront pas dans Oui, le voilà, duo, que j'ai là, mais je le vois maintenant. c'est vraiment un mouvement de balancier. C'est comme si je me balançais à l'intérieur de moi-même et pour moi, ça m'aide à donner du mouvement à ce que je dis quand je suis coincée dans une position debout assise. Mais en fait, ça passe pas, quoi. Dans un pitch, t'as juste l'air d'une folle, quoi. Donc voilà, j'ai mis des pierres dans mes chaussures. Comme ça, dès que je commençais à trop me balancer, en fait, je savais que voilà, ça me faisait un petit mémo technique physique, quoi. Et là, donc aujourd'hui, comment tu vis financièrement? Financièrement, moi, il y a rien qui a changé pour moi. Je suis encore au RSA. Donc
je micmac, quoi. Je me débrouille pour joindre debout. Après, c'est vrai qu'avant, je faisais quand même pas mal de contrats à côté, de rédaction, de traduction. J'ai toujours fait des petits trucs à droite à gauche, mais là, je peux plus. J'ai plus du tout le temps. Donc, on se serre un peu la ceinture. Après, sur les fonds, il y a quand même une partie de mes déplacements qui sont payés. Voilà, une partie du matériel, etc. Donc, c'est vrai que ça compense un petit peu, quoi. Mais bon, je repars en deuxième. En fait, on a mis là ces 100 000 € là vont servir vraiment exclusivement au développement de la communauté, à la communication, à tous ces formats vidéo, etc. Et en fait, on est en train de repréparer une deuxième levée de fonds pour septembre, pour cette fois-ci s'atteler en fait à tout le côté validation de la méthode par des thérapeutes et développement de l'application. Ouais. Chose qui est déjà en cours, c'est-à-dire que là on commence déjà. En fait, on est du coup mon associée en fait elle gère toute la partie Mayadi où elle est en train de développer voilà avec les thérapeutes la méthode, etc. Et moi je reste pour l'instant focus sur ce côté de communication. Et en fait on va rebasculer après sur Mayadi une fois qu'on aura fini la com. Ouais. Comment t'écoutes ton intuition? En prenant de l'espace. Il faut de l'espace en fait. C'est-à-dire que on a très peur du vide, je pense, aujourd'hui dans notre société. Et je pense qu'il y a un mot est un mot, chaque mot a son importance. Il faut vraiment faire une nuance de distinction entre le vide et l'espace. Et je pense que déjà, de base, si tu veux que ton intuition, elle puisse arriver à toi, il faut de l'espace. Il faut que tu crées de l'espace. Et c'est terrifiant parce que on a peur du vide, on a peur de l'espace. Et moi, la première, hein, mais le truc, c'est que si tu lui donnes pas l'espace pour venir, elle viendra à toi d'une autre manière. En fait, elle viendra à toi par des symptômes physiques, par de l'extrême fatigue. Enfin, en fait, elle partira pas, quoi. Donc, plus vite tu l'écoutes et mieux tu te portes, clairement. Et l'espace, et après une certaine forme de foi. Après, on le sait, ça vient vraiment de la confiance que tu vas avoir en toi. Je pense que plus t'as un peu un effet d'accumulation, c'est-à-dire que plus tu l'as écouté et plus ça a marché pour toi et plus tu vas avoir de facilité à l'écouter, quoi. Mais il faut commencer. Faut commencer quelque part. Tu disais que Jean-Pierre Nadir, du coup, t'avais redonné confiance en toi. Est-ce que finalement, est-ce qu'il t'a redonné confiance en toi ou est-ce qu'il t'a donné confiance en toi pour la première fois vraiment de ta vie? Ni l'un ni l'autre. Non, il m'a donné. Non, j'ai déjà plutôt confiance en moi globalement, mais il m'a surtout donné en fait confiance en moi sur ce côté précis de la prise de parole en fait, du fait qu'il y avait vraiment une plus-value au-delà du fait que j'ai une aisance sociale, qu'il y avait vraiment un talent dans la prise de parole et dans le partage d'une notion d'une manière impactante qu'il fallait exploiter en fait. Et moi, seule, c'est vrai que je serais restée en me disant bon bah j'ai des facilités à l'oral, voilà, mais je me serais jamais dit non mais en fait T'as un talent. t'as un talent et il faut que tu sois speaker, il faut que tu sois conférencière, il faut que tu partages en fait. C'est après moi ça reste un canal, c'est-à-dire que la voix, la manière de s'exprimer, ça reste une manière de transmettre des idées quoi. Donc si en plus c'est pour transmettre une idée qui est mienne et qui est impactante, c'est clair. Mais je pense que de moi-même j'aurais pas eu le courage de me mettre en avant comme ça en fait. Ouais. Comment tu célèbres tes réussites? Comment je célèbre mes réussites? Ah bah moi je suis assez je suis très enfant, hein, c'est-à-dire que j'ai aucun mal à être profondément joyeuse et contente, c'est-à-dire que je sais pas, je vais sauter partout, je vais rigoler, après je deviens vite facétieuse, c'est-à-dire que j'ai envie de faire des blagues à tout le monde, j'ai envie de prendre tout le monde avec moi en fait, j'ai envie que tout le monde soit content avec moi quoi. Mais je me transforme vraiment en espèce de lutin farfadet de la joie et j'ai vraiment envie de le partager avec tout le monde. Ça c'est un truc qui peut même devenir un peu un peu saoulant pour mes potes. Non mais ok c'est bon, c'est cool. Non mais j'ai ça. Après moi j'aime la musique quoi. J'aime la fête pour la musique. Donc pour moi pour moi, là, ça se rejoint beaucoup avec la danse, avec l'art. En fait c'est une partie très précise de la fête que j'aime, c'est-à-dire que moi je suis plutôt axée sur des trucs comme le Burning Man, tous ces festivals en fait qui sont un peu alternatifs où il y a beaucoup d'art, beaucoup de création, où c'est un moyen d'être brutalement toi-même en fait, de t'exprimer à travers tes costumes, à travers la manière dont tu te maquilles, où tu peux juste en fait être toi. Et après il y a un autre rapport très profond avec la danse quoi, c'est-à-dire que pour moi la danse c'est le moyen le plus primitif d'exprimer son énergie, d'exprimer sa joie, d'exprimer sa colère, enfin. Et donc le cumul des trois, ça fait que ouais, quand j'ai vraiment des grands succès, j'ai envie de faire la fête, mais la fête comme ça quoi, la fête à paillettes, la fête à où on rigole quoi, on s'amuse, on crée des choses, où c'est de l'art, où c'est beau, où tout le monde est, t'as l'impression d'être dans une toile quoi. Voilà. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Tout le temps.
c'est vraiment moi le truc. En fait, alors surtout que j'ai vraiment c'est ce côté rebelle en moi où dès qu'on me dit non mais machin, je fais mais pourquoi en fait bah non, pourquoi pas moi. Ce truc-là, il revient tout le temps et c'est vraiment un des trucs qui peut, je sais pas, ça prend pas en moi quand on me dit ouais tu peux pas faire ci parce que ça. Tout est négociable en fait. Enfin, tout est question de point de vue, tout est question de contexte. Donc en fait, dès qu'on me dit non, tu peux pas faire ça parce que X, Y, Z, en général, je suis mais par contre, je peux le faire parce que ça. Il y a des moments où c'est frustrant parce que en fait non, tu peux pas par rapport aux règles établies, aux normes sociales qui sont en vigueur. Mais si tu t'arrêtes pas sur le long terme, je peux pas dire que ça marche tout le temps, mais moi j'ai toujours voulu être voilà aventurière, j'ai voulu être et hippie et rockstar et journaliste et machin. Aujourd'hui j'ai peut-être pas tout fait, mais pourquoi pas moi? Bah voilà, pourquoi je peux pas être entrepreneur alors que j'ai pas fait d'études? Bah en fait si, tu vois je peux. Pourquoi je peux pas être maman alors que j'ai pas d'instinct maternel? En fait si je peux, mais juste à ma sauce quoi. Et donc c'est une question qui revient beaucoup. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, ça serait ce sentiment profond d'alignement en fait, d'alignement entre ton cerveau qui est en paix parce qu'il est plus en train d'aller à droite ou à gauche, entre ton cœur parce que tu fais un truc qui te plaît et ton corps parce qu'il sait que c'est la bonne chose quoi. C'est vraiment c'est quand tu t'as réussi à faire un truc qui vient en tout point matcher avec ton désir le plus profond et qui épouse tes qualités, qui épouse tes non-qualités aussi, ça c'est important. C'est quand tu as vraiment trouvé un truc c'est la chaussure de Cendrillon quoi. Moi c'est ça la réussite. Génial, je peux pas dire mieux. Qu'est-ce que tu penses que la petite Ashley de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Ah ouais. Je savais que tu avais envie de vivre des trucs intenses, mais là, quand même, t'as pas chômé. Franchement, je pense qu'elle serait trop contente, quoi. Elle me dirait, mais waouh, en fait, t'as surpassé tous les bouquins qu'on a lus à cet âge-là, quoi. T'as été l'héroïne de tel livre, l'héroïne de tel livre, l'héroïne de tel livre, et encore, il te reste encore, je sais pas combien de nombre d'années pour en réécrire d'autres. Donc, ouais, elle m'aurait dit trop bien, en fait. Dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi aujourd'hui? J'ai renoncé à la perfection, enfin à cette espèce de quête infinie de la perfection physique. C'est-à-dire que moi, l'addiction, bon, il y a eu le crack évidemment, mais il y a pas eu que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment eu en filigrane des troubles du comportement alimentaire, mais genre ça fait partie de mon âme quoi, depuis toujours. Et j'ai vraiment une addiction à l'acte de manger en fait, même pas au sucre, au salé. Et ça, c'est un truc qui a toujours fait partie de moi, qui a été vraiment très très traumatisant dans l'enfance quoi. Et pendant longtemps, bah voilà, pour le rêve de perfection de ma mère, pour tout ça, enfin, je suis passée du 36 au 42 tous les ans pendant presque 10 ans, quoi. Et c'est vrai que voilà, je travaille au passage de ce cap-là, de me dire que voilà, je préfère ne pas être obsédée. En fait, je sais être mince, mais c'est juste que c'est un travail de tout instant, c'est une obsession et il y a tellement d'autres choses que j'ai envie de faire en fait à part ça. Et c'est surtout que quand j'étais dehors, j'ai fait un bon 32 hein, et j'étais pas plus heureuse pour autant quoi. Donc voilà, je me détache progressivement de ce truc-là et c'est pas facile parce que tu as quand même tout un carcan social qui te rappelle à l'ordre quoi parce que t'es pas dans la norme mais c'est quand même mieux, c'est quand même plus en paix. Donc je pense que ça c'est un choix à faire voilà de de préserver ta paix, ton intégrité émotionnelle et ta santé mentale tout simplement au détriment de ton apparence physique quoi, bon, sans vouloir dire que tu t'occupes pas de toi, mais voilà, entre respecter les critères des magazines et juste être à l'aise, il y a un grand pas et c'est un grand travail psychologique à faire quoi, clairement. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser du coup dans toute ta vie? Y en a pas de plus grande. Je pense que la plus grande difficulté globale, c'est toujours, c'est moi en fait, c'est moi avec moi-même. Hein. Je suis mon propre ennemi, l'autosabotage, la dépression chronique, etc., etc., etc. Enfin, je pense qu'on a tous à échelle plus ou moins grande, mais moi la plus grande difficulté que j'ai eue et que j'aurai toujours, c'est de me battre contre moi-même quoi, pour tout. Hein. C'est pour faire des choix, pour
pour sortir de ma zone de confort, pour me laisser aller, pour pas me laisser aller. Enfin, c'est toujours ça, c'est la bataille avec moi-même. C'est quoi tes plus grandes peurs là quand tu as lancé Mayadi? Ben, je sais pas, j'en ai pas. J'ai pas de peur. Je me suis dit, de manière un peu résignée, que ça allait sûrement être aussi bien accueilli que mal accueilli, quoi, que j'allais avoir vraiment du mita-mita dans les retours. Mais je sais pas, la peur, c'est un truc que j'ai pas, c'est pas un sentiment qui est omniprésent chez moi dans ma vie, quoi. J'ai peur de moi-même, comme on disait tout à l'heure, ma plus grosse difficulté, j'ai peur de ma profondeur, de ma noirceur, de mon appétence à la mélancolie et j'ai peur de moi, de pas être à la hauteur. Mais sinon, de l'extérieur, j'ai peur de rien, en fait. Enfin, je veux pas dire j'ai peur de rien, parce que ça veut rien dire, mais j'ai pas de, en fait, j'aborde pas les choses avec des angoisses ou avec des peurs de manquer. En fait, je me dis qu'il y aura tout le temps, il y aura tout le temps des trucs, il y aura tout le temps une solution et que même si Mayadi, ça marche pas ou même que c'est une catastrophe, ben, en fait, peut-être que je vais rencontrer un jour quelqu'un, parce que j'aurais commencé à faire ce truc-là qui va, me présenter quelqu'un qui va me permettre de faire un revirement professionnel, j'en sais rien en fait, mais il se passera forcément un truc en fait. C'est à partir du moment où tu restes au même endroit, tu diminues en fait tes chances de nouveauté. C'est une équation mathématique quoi. Plus tu avances, par exemple, moi pour amener mon fils, je prends une rue différente un jour sur deux quoi. Et pourquoi ça change rien? Et je change de trottoir, après c'est parce que sinon je m'ennuie. Mais ça maximise en fait ta chance de passer sur un autre trottoir tous les jours, de rencontrer un truc différent, de voir une autre boutique. Ça fait que augmenter les possibles. Et c'est un peu pareil dans le travail, dans la vie. C'est-à-dire que pour moi, d'essayer des trucs, j'ai jamais peur quoi. Ça peut que être une ouverture. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Quand même de mon fils, en bonne mère juive que je suis. Non, mais parce que moi qui avais, pour le coup, ça, non, ça, c'est, pour répondre à la question d'avant, j'ai eu très peur de pas être une bonne mère, je pense comme beaucoup de gens, comme beaucoup de femmes. Mais j'ai vraiment récemment vu, en fait, moi j'ai une famille où on manquait beaucoup de communication. Par pudeur, hein, pas par, voilà, on n'osait pas, on parlait pas de certaines choses et on verbalisait surtout pas nos émotions. Moi, j'ai un rapport très particulier à l'émotion pour le coup et je sais qu'avec mon fils, j'ai vraiment essayé de casser ce truc-là, c'est-à-dire de tout verbaliser. Et maintenant, il commence à parler. Il parle bien, il a 4 ans et demi et c'est un truc tout bête. Mais par exemple, l'autre soir, il me dit, voilà, il me dit, maman, tu sais, je pense que ce soir, je vais m'endormir en étant un peu triste. Je vais même peut-être pleurer un petit peu parce que mon père me manque. Et en fait, je vois cet enfant qui a 4 ans et demi, qui est capable de verbaliser un truc que moi, à 29 ans, je suis incapable de dire, alors que pourtant, c'est le même ressenti. Et je me dis, mais waouh, en fait, j'ai vraiment réussi à casser un espèce d'atavisme qu'il y avait dans ma famille depuis des générations en l'accompagnant à la verbalisation de tout ce qu'il est, en fait, et que tout soit accepté, quoi. On retrouve un peu aussi les fondements de la méthode, quoi. Quand tu verbalises quelque chose, il se passe un truc un peu magique, c'est-à-dire que ça sort de toi, mais en même temps, ça s'ancre dans la matière. Enfin, pour moi, la parole, l'écrit, c'est deux versions différentes, mais c'est vachement sacré, quoi. C'est incroyable l'effet que ça peut avoir, quoi. Donc, je suis assez fière de l'éducation non conformiste que j'ai pu donner à mon fils, qui aujourd'hui fait que c'est une intéressante petite personne. Ah, génial. Et du coup, tu as encore des relations avec son père? Enfin, vous n'êtes plus ensemble, Là, mais... non, on est plus ensemble. On est resté en contact un petit peu au début. Après, on a vraiment pris des chemins très différents, quoi. Très très différent. Donc ça passe plus même en termes d'éducation. Comme je l'ai dit au début de l'interview, le fait voilà le côté Charles Ingalls et compagnie. Moi j'ai quand même une éducation. Voilà, mon fils il est bilingue, je l'élève en anglais. Il y a pas de télé à la maison. Bon, s'il a un lecteur DVD où il peut mettre lui-même ses petits CD et ça, parce qu'il faut pas non plus qu'il soit en décalage du monde dans lequel on vit. Mais voilà, il y a pas de je suis stricte avec lui parce qu'en fait c'est un enfant n'a pas de cadre en fait, c'est à toi de lui mettre et par contre si tu le fais en lui expliquant le pourquoi du comment et en étant sûr que tu lui mets pas un cadre pour qu'il soit dans ton cadre à toi, tu lui mets un cadre pour qu'il puisse lui s'épanouir dans ce qui est sécure pour lui en fait. Et ça c'est un vrai travail à faire sur soi-même, c'est-à-dire que tu élèves pas un enfant pour qu'il soit un enfant comme toi tu as envie d'être, tu l'élèves pour qu'il soit bien lui en tant que personne, bref. Et tout ça c'est des choses, c'est des manières d'être à l'autre, d'être à l'enfant que lui n'a pas du tout en fait. Donc ça clash en fait en termes d'éducation, en termes de manière de ce qu'on peut lui montrer, ce qu'on peut pas lui montrer. Et moi je suis pas d'accord en fait. Ouais. Si une personne n'a pas du tout écouté l'épisode, ne te connaît pas et entend voilà que tu es aujourd'hui entrepreneuse et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu auras envie d'y répondre? Carrément, mais c'est possible. Hein.
Moi, j'ai toujours eu, c'est marrant que tu te dis ça, c'est une question super intéressante. J'ai eu pendant très très longtemps pas le syndrome de l'imposteur, mais le syndrome de l'imposteur de la chance, entre guillemets, parce que c'est vrai que même si j'ai eu une vie extrêmement dure, j'ai aussi parallèlement eu extrêmement de chance. C'est-à-dire que j'ai fait des trucs de fou, j'ai habité dans des conditions incroyables et voilà, concrètement, je suis morte ni violée, ni tuée, etc. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais franchement, c'est pas juste et c'est pas possible que tout ça, là, toute cette chance, ce soit que pour moi, pour Ashley, pour ma petite vie, mon petit confort. Je pouvais pas l'accepter, en fait, que j'ai, du coup, justement, autant de chance. Et maintenant, j'ai compris qu'en fait, en tout cas, la manière dont je décide de le voir, c'est que si j'ai eu autant de chance, si moi, aujourd'hui, je peux être vivante encore pour témoigner de tout ce que j'ai fait et de ce que je fais et partager, c'est parce que moi, je suis juste un canal. C'est-à-dire que moi, je suis juste là pour transmettre en fait et faire du bien fois 1000 quoi à plus grande échelle. Donc en fait toute cette connaissance, toute cette expérience, je l'ai pas acquise juste pour moi par chance parce que j'ai de la chance. Je l'ai acquise parce que j'ai une vraie mission en fait sur cette terre-là quoi. Et ma mission c'est d'être un canal de diffusion de tout ça. Donc la chance ouais, il y a pas de mal à avoir de la chance quoi. Ça dépend ce que t'en fais. Si t'as de la chance mais que t'es un connard, t'es un connard quand même. Si t'as de la chance mais que t'es une bonne personne, tu restes une bonne personne. Ça fait pas de toi une bonne non travailleuse, pas travailleuse, ça change rien. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui? Je poserais d'emblée le fait qu'il n'y a pas de, il y a pas de finalité en fait à atteindre. Le plus vite tu te détaches alors je dis pas de pas avoir de but hein, évidemment, mais le plus vite tu te détaches de cette idée que X, Y, Z ou telle chose ira mieux quand tu auras atteint ce but-là, le plus vite tu pourras accéder à la vraie vie en fait, à la vraie osmose avec le monde dans lequel tu vis et avec ta propre personnalité, parce qu'en fait il y a pas de finalité, il y a pas de le bonheur c'est pas une fin. Bon après il y a énormément de livres qui expliquent ça bien mieux que moi quoi, mais dans le sens où essaye au maximum de t'intéresser au processus quoi, même s'il n'est pas parfait, surtout s'il n'est pas parfait. Enfin, entraîne-toi, utilise la magie du cerveau pour t'entraîner au mieux possible à, à apprécier en fait toutes les étapes du processus, parce que sinon en fait tu arriveras au bout, et moi ça me l'a déjà fait hein. C'est-à-dire que tu arrives au bout et ça n'a pas de goût en fait, ça n'a pas de saveur quoi. Donc voilà, y a pas de tu peux te fixer des buts, mais si tu n'apprécies pas les étapes, ça sert à rien quoi. Ah, le bonheur est dans le chemin. Complètement. Oui, voilà, c'est sûrement la phrase que je cherchais. Mais vraiment, quoi. Ah oui. Encore plus. Je l'ai expérimenté aussi quand j'ai fait mon burn-out. Un jour, j'ai lu un livre de Thomas Samut, qui est un homme extraordinaire, qui était un cancre. Il n'a pas eu son bac et aujourd'hui, c'est le préparateur mental de tous les plus grands nageurs français. Et d'ailleurs, je vais faire sa petite pub. Il vient de lancer une formation pour être préparateur mental. Il a mis un post Insta il y a une semaine. Et Thomas a écrit un livre qui s'appelle Un cancre dans les étoiles. C'est un livre Génial. que j'ai lu. C'est un livre d'ailleurs que je recommande vraiment à tout le monde. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai une personne que j'ai interviewée, qui a fini mon bilan de compétences et qui me disait qu'elle avait lu elle avait lu une fois le livre, mais elle avait écouté 5 fois l'épisode dans Pourquoi pas moi de Thomas Samut, tellement c'était un moment riche et tout. Et en fait, Thomas, dans son livre, il disait un truc, il disait justement ce qu'on se disait, à savoir que le bonheur, en fait, c'est pas l'atteinte de l'objectif, c'est vraiment le chemin. Et pour moi, ce truc-là, ça a été un espèce d'électrochoc, parce que je me disais, mais ça faisait, 4 ans que j'étais dans des startups avec des levées de fonds, et à chaque fois, je changeais de job. Je me disais, OK, je serai contente quand j'aurai eu ce nouveau job, quand j'aurai eu un nouveau salaire. Je commençais le job, ça se passait bien. Donc, je me disais, non, mais on va pas célébrer, on va attendre la fin de la période d'essai. La période d'essai était validée et là, je me disais, non, mais en fait, je suis pas si bien que ça. Et puis, finalement, je suis pas si bien payée. Donc, en fait, je vais célébrer la prochaine augmentation de salaire. Et puis, hop, je changeais de job. Et puis après, en fait, et puis pareil, j'atteignais mes objectifs avec mon équipe. Et là, tu as mon boss qui me disait, c'est bien, mais Et en fait, c'était là, mais jamais on se réjouit, quoi. Jamais on célèbre, jamais on prend le temps de se dire c'est cool. Et en fait, maintenant, je me dis, il faut célébrer chaque micro truc, parce qu'en fait, chaque nouvelle chose dans la vie, moi, tu vois, le soir, maintenant, c'est pas devenu un rituel, mais presque, je dis à mon mari, allez, OK, ça se passait comment ta journée? De quoi on se réjouit, quoi. Et finalement, si tu te dis de quoi, ça correspond un peu aux 3 kiffs de Florence Schreiber. Il manque un bout, on aura compris. Et en gros, Florence, elle dit, c'est quoi les 3 kiffs? C'est issu de la psychologie. Ah, mince. La technologie ne nous aura pas aidés.
En plus, c'était trop intéressant. Je t'ai pendu à tes lèvres et tout. Et là, je fais non, mais non, on est Et là, pas je fais, ah, et puis là, mince. bon, du coup, je disais, ouais, les 3 kiffs par jour, tous les soirs, de se dire, allez, c'est quoi le truc cool de la journée? Alors, attends, Je vais le faire. Je crois que je vais le faire en 3 kiffs en plus avec mon fils. J'aime bien le concept. Bon, ok, 3 kiffs de la journée. Vas-y, les go. 3 kiffs de la journée, à la fin de la journée, tu rentres à la maison et tu te dis, de quoi on se réjouit aujourd'hui? Et en fait, en vrai, il y a 1000 raisons de pouvoir se réjouir. Il a fait beau, enfin bref, il y a vraiment plein de choses. Alors, attends, du coup, j'ai perdu le fil de mes questions avec toutes ces petites coupures. Donc, pour ceux, on va évidemment couper, hein, mais bon, pour ceux qui nous écoutent, on a eu un petit problème technique, donc ça a coupé brutalement. Et donc, nous revoici. On parlait du coup du conseil que tu aurais aimé qu'on te donne. Et c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? C'est des sacrées questions, hein, elles sont géniales. Merci. C'est quoi le meilleur... c'est quoi le meilleur conseil que j'ai reçu? C'est toi qui décides. J'ai vraiment, j'ai un ami que je vais toujours voir pour des conseils, etc. Et il me donne son avis, etc. Et à la fin, je dis non, mais t'as pas un conseil? Il me regarde dans les yeux, en fait, il me fait, mais c'est toi qui décides. Je pense que ça serait celui-là. Chouette conseil. C'est quoi tes prochains défis? Mes prochains défis, alors il y en a un énorme là qui va être celui de cette année, c'est-à-dire de réussir à pas devenir schizophrène entre toutes mes casquettes, de clairement pas partir côté burn-out quoi, parce que bon c'est quand même on y est vite confronté quand on essaye de faire plein de choses à la fois. Moi, j'ai quand même, voilà, j'ai une vie de mère célibataire. J'essaye quand même d'avoir une vie personnelle aussi, quoi, de prendre un peu de temps pour moi. Là, la carrière professionnelle est en train de prendre un essor inconnu auparavant. Donc, je pense que le vrai challenge, là, ça va être de pas sacrifier l'un au détriment de l'autre. Ouais, c'est un vrai enjeu. On en parlait la semaine dernière avec une personne. Et en fait, quand tu es tellement passionné, c'est de se dire comment tu fais pour faire le truc plus grand que toi, mais en même temps te préserver, parce que finalement, bah, il faut quand même se préserver dans tout ça. C'est ça. C'est ça, trouver l'équilibre, hein. Après, on sait que c'est ça, mais bon, c'est compliqué quand tu veux être partout, tu veux être bien partout, tout le temps avec tout le monde, et c'est vachement compliqué. Et tu as parlé quand même beaucoup de livres pendant toute cette interview. Est-ce que ça te titille d'en écrire un ou tu ne dis pas encore tout de suite? Bah, moi, ça me titille depuis, depuis longtemps. Je sais pas, moi, toi qui as la vidéo, j'ai un mur de livres en fait chez moi. Ouais. Ouais, c'est mes préférés. Oui, ça sera, je le ferai, clairement. Je le ferai parce qu'il y a trop de choses à raconter, quoi. Il y a trop de choses à raconter. Tu parlais tout à l'heure de la chance. Moi, j'estime avoir une chance incommensurable d'avoir une vie extrêmement riche, extrêmement extraordinaire pour le coup, mais pas dans le sens wow, amazing, vraiment hors de l'ordinaire, quoi. Et ça se partage. Moi, j'ai rêvé grâce à des histoires extraordinaires quand j'étais plus jeune. Et si je peux proposer une ouverture avec la mienne, il faut que je le fasse, quoi. Puis j'aime écrire. Donc, ouais. Et Je pense que ça serait quoi ton conseil de lecture pour les personnes qui nous écoutent? mon conseil de lecture, hein, une recommandation, tu peux dire? Ouh, alors ça, c'est la plus difficile de toutes. C'est quoi ta chanson préférée, quoi? C'est impossible. J'ai beaucoup aimé une saga préhistorique qui s'appelle Le clan de l'ours des cavernes de J.M. Howell. Après, moi, je l'ai lu, j'étais très, très, très jeune. C'était ma grand-mère paternelle à l'époque qui m'offrait des livres pour Noël. Elle m'avait offert le premier tome de cette saga, qui en fait c'est une romance qui explique la transition, en fait. Alors, du coup, je me rappelle plus exactement la terminologie, mais entre les australopithèques un peu à l'ancienne et l'homme de Néandertal. Et en fait, tu as deux clans et tu as une personne qui va aller d'un clan à l'autre. Enfin, ça apprend vraiment cette tranche de l'histoire où on est passé de ça, à des êtres un peu plus cortiqués. Et c'est ultra riche. Il y a plein de descriptions sur le mode de vie de l'époque. Moi, j'aime beaucoup la fiction historique. Donc, je le recommande à fond, quoi. Par contre, pas au moins de 18 ans parce qu'il y a des scènes, d'amour un peu hot, quoi. Donc, à ne pas offrir à ses petits-enfants. Ouais. Voilà. Et tu l'avais reçu à quel âge, ce livre? Moi, je l'ai reçu à 8 ans, donc Ah oui. ouais. C'est comme ça. On va dire que ta grand-mère ne l'avait pas lu avant.
Oui, c'est ça. Non, mais elle l'avait sûrement pas lu. Elle l'a acheté parce que c'était un best-seller, je pense. Et moi, je l'ai bouffé. Les bouquins, j'en dévorais un par mois minimum, quoi. Donc, ouais, je pense elle a pas su. Ça m'a construit d'une certaine manière aussi, quoi. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? J'aimerais dire merci à mes grands-parents, évidemment, parce que c'est les seuls qui ont toujours été là, qui ont jamais lâché, en fait, quelle que soit l'étape à laquelle j'en étais dans ma life. À ma babysitter, la première que j'ai eue, parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé à avoir une vie, en fait, que j'ai pu sortir un peu le week-end de temps en temps, que j'ai pu travailler. Aujourd'hui, à ma fille au père aussi, qui vit avec moi, parce que, encore une fois, si elle est pas là, tout explose, quoi, parce que moi, je peux vraiment pas faire tout toute seule. Et aussi beaucoup à tous les inconnus du métro parisien qui m'ont permis de rester en vie en fait pendant toutes ces années, quoi, à toutes les personnes qui se soit 10 centimes ou 1 euro ou 50 mais qui ont pris le temps de me demander comment j'allais, etc. Enfin, j'ai rencontré des gens extraordinaires en faisant la manche dans le métro et ça a toujours été une horreur morale en fait d'être confronté à ce truc de l'addiction où tu as des gens vraiment purs, vraiment géniaux, qui te donnent de l'argent et tu sais qu'il y a une partie qui va partir dans la défonce et c'est, en termes de principe personnel, c'est vraiment horrible, quoi. Il y a que quand tu es dans la camisole de force chimique que tu failles à ce principe-là, mais bon, sinon, merci, quoi, à toutes ces personnes-là. Il y a des personnes qui donnent 50 euros. Oui. Ah, c'est génial, hein. Après, ouais. Oui, bon, ils les ont pas comme ça, mais bon, ça arrive peut-être une fois par an, 1 ou 2 fois par an, où voilà, il y a quelqu'un qui va dire, bah, vas-y, viens, je te retire 50 balles. Et là, moi, je mettais toujours un point d'honneur quand c'était vraiment des grosses sommes comme ça à ma petite échelle. Je me disais, OK, bah là, sur les 50 euros, franchement, j'en prends 40 pour me prendre une nuit en auberge de jeunesse. Je prends une douche, je sèche mes affaires, je m'achète un nouveau jean. Et après, avec les 10 euros, je m'achète une dose, quoi. Mais j'essayais vraiment de mettre le maximum. Je me fais une bonne bouffe et tout pour que cet argent-là qu'on m'a donné en bonne foi, il soit utilisé au mieux possible dans mes capacités, quoi. J'ai vraiment toujours essayé de faire cette distinction à ma petite échelle qui m'a permis de négocier avec moi-même dans ma, dans ma moralité, quoi. Et quand, là, tu disais tout à l'heure, donc tu as une jeune fille au père, mais quand, parce que le RSA, tu touches combien avec le RSA? Mais le RSA, je touche entre le RSA, les APL. En fait, une fois que j'ai payé mon loyer, il me reste 250 balles, quoi, pour le mois. Et comment Et tu ma fais fille du au coup père, en pour... fait, je la loge. C'est-à-dire qu'elle est nourrie, logée, blanchie. Et en échange, elle s'occupe de mon fils. Il y a pas de, t'as pas besoin de lui payer des études ou, enfin, il me semblait qu'à l'époque, tu avais des choses. Bah, alors, c'est une fille au père que j'ai trouvée sur le bon coin, hein. C'est-à-dire que j'ai pas fait. Ça coûte beaucoup trop Ouais, cher. Aujourd'hui, tu as des sites qui te permettent de faire venir une ouais, t'as nana de Open World, des trucs l'étranger. comme ça. Voilà, mais ça coûte une blinde. Du coup, moi, je trouve ça C'est pour ça bête que je te parce que pose la question, du coup, parce que. c'est ça. En fait, ça limite. Moi, j'ai beaucoup fait pas forcément de colocation, mais de co-living spontané sur des portions de temps. Et en fait, c'est quelque chose que je trouve. Moi, j'ai beaucoup ce côté communautaire en fait en moi, où par la force du groupe, tu peux arranger tout le monde et faire fonctionner les choses. Et je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, ce système-là d'au pair, en fait, il soit vraiment réservé à une élite parce que quand il faut que tu payes les billets, il faut que tu payes les frais. Enfin, Ah bah, c'est ça, ouais, c'est c'est colossal, ouais. monstrueux, Ouais. quoi, les coûts. Alors que moi, la nana, elle est là, elle fait ses études à Montpellier, elle fait ses études de droit, elle a sa chambre, elle est nourrie, logée, blanchie. La journée, elle fait ses études. Et moi, le soir, quand je travaille ou le week-end, quand j'ai envie de prendre un peu de temps, bah, elle est là, quoi. Et du coup, il n'y a pas cette contrainte, même ça. En termes de relationnel avec l'enfant, c'est pas du tout le même rapport que quand tu as quelqu'un qui vient chez toi de 20h à 23h30 le vendredi soir. C'est pas pareil, quoi. Ouais. Et c'est mieux, je trouve. Ouais, et puis en plus, comme avec, t'es viré dans toute la France, t'as besoin de bouger. Et puis bon, Et c'est ça, je suis tout le vu temps en qu'on a déplacement. écouté ton histoire, t'es seule avec toi-même. T'as pas de, il y a pas les parents, les grands-parents, les oncles, les C'est ça. tantes, le papa et tout pour. C'est exactement ça. Ils sont pas. Après, mes grands-parents sont quand même assez âgés. Ils habitent maintenant à Paris et le reste de la famille, on n'est pas trop en contact, quoi. Donc là, ici à Montpellier, il y a que nous. Et à ton passage à la télé, est-ce qu'il y a des personnes de ta famille qui ont pris conscience et du coup repris contact avec toi? Oui. Bah après, c'est sûr que ça a mis tout le monde d'accord, hein. C'est triste qu'on soit obligé d'en arriver là, entre guillemets, parce que moi, il n'y a rien qu'à changer. C'est-à-dire que j'ai toujours défendu les mêmes choses, j'ai toujours été la même personne. Et c'est vrai que tu as dit des choses qui étaient ultra pertinentes, ce truc de chance, ce truc de pourquoi pas moi. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je me dis, bah,
quand j'étais jeune, je voulais être voilà, aventurière, entrepreneur, chroniqueuse. Et aujourd'hui, bah, j'ai pas fait d'études et je suis quand même ça. Donc, ouais, pourquoi pas moi? Mais en réalité, si j'étais pas passée à la télé, j'aurais peut-être continué à galérer pendant encore 20 ans, à essayer de prouver que j'étais quand même valide, même si j'avais pas fait le schéma classique. Et ça, c'est dur et ça, c'est horrible parce qu'il y a plein de gens qui sont super doués, super qualifiés, qui ont énormément de choses à partager. Et vu qu'ils rentrent pas dans les carcans standards, bah, ils pourront jamais s'exprimer, quoi. Et ça, moi, c'est un truc qui me désole. Je sais même plus c'était quoi la question à la base, mais c'est ouais. C'était le fait que tu aies des personnes de ta famille qui aient repris contact avec toi. Oui, bah voilà, mais c'est trop facile, quoi. Enfin, c'est ok, merci les mecs. Moi, j'ai 29 ans, hein. Genre, j'ai 29 ans, ça fait depuis que j'ai 17 ans que j'essaye d'expliquer que je suis pas ni moins ni plus intelligente que tout le monde, mais juste qu'il faut que je fasse les choses à ma manière et personne m'a jamais cru, personne m'a jamais soutenu, personne m'a jamais écouté. Et c'est bon, voilà, après la télé, c'est un révélateur, c'est génial, quoi. J'ai encore une fois vraiment beaucoup de chance. Mais bon, ça, tu sais, tu passes toute ta vie, en fait, à attendre la reconnaissance de tes parents. Tout le monde, en tant qu'enfant, on veut tous avoir cet appel de ta mère ou ton père qui te dit, franchement, ben, je suis fière de toi, en fait, c'est génial ce que tu fais, t'es incroyable, et en fait, ça change rien. Ça change rien du tout. Tu reçois l'appel et tu fais, OK, bah ouais, merci. Ouais, il faut un peu Mais plus bon. il faut un peu plus que ça, quoi. Eh oui, en fait, c'est trop tard, quoi. Ça n'a pas la même valeur, quoi. Ça sonne un Mais peu bon, creux. après, ouais, voilà, ça sonne un peu creux. C'est dommage que vous qui êtes censé, voilà, je parle vraiment sur la famille. Bon, après, c'est assez localisé, hein, c'est pas toute ma famille non plus, mais après, sur l'entourage, c'est un bon révélateur aussi. C'est marrant parce que t'as certaines personnes que tu pensais être vraiment là, quoi, vraiment bien intentionnées, qui explosent en plein vol, en fait. Je sais pas, qui vont avoir des comportements qu'ils n'avaient pas avant. C'est un vrai révélateur, la télé, quoi. Et après, de la même manière que les bons sont encore meilleurs, quoi. Ça accentue tout. Ouais, c'est un exhausteur de goût dans tous les sens C'est du terme, hein. exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, ben, grand merci Ashley. Si les personnes veulent aller découvrir ton travail, où est-ce qu'on te trouve? Je mettrai le lien évidemment sur le blog, mais en attendant, s'ils sont trop Yes. impatients. Et bah alors, il y a ma chaîne YouTube, évidemment, qui s'appelle Ashley Tayeb, où il y a quelques vidéos des acrodates et quelques interviews. Les réseaux sociaux, il y a mon site web et il y a surtout, du coup, vous pouvez, si éventuellement vous avez un témoignage à passer ou une participation dans ce grand débat que je veux lancer là sur la dictologie en France et comment on gère tout ça, vous pouvez vous inscrire en fait via le lien qu'on va communiquer pour que je passe vous voir, en fait, vu que je vais passer dans toutes les grandes villes de France, mais comme ça on pourra échanger et se rencontrer. Et sinon, ouais, le site web, la chaîne YouTube et le reste des réseaux sociaux. Merci beaucoup Ashley. Mais merci à toi de m'avoir invité. Et franchement, si j'avais à l'époque pu entendre ce type de podcast-là, je pense que ça m'aurait clairement vraiment, vraiment aidé à encore plus. Alors aujourd'hui, je ne sais pas où je serais si j'avais écouté ça plus jeune. Je pense que j'aurais dit, ouais, il n'y a aucune limite. Mais c'est génial ce que tu fais. Franchement. Merci beaucoup. Bravo. Un immense merci à Ashley pour ce moment particulier que nous avons vécu ensemble. Aujourd'hui est un grand jour, car Ashley fait un TEDx. Dès que le lien sera disponible, je vous le mettrai sur le blog et sur Instagram. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu et vous aura donné de l'énergie. Si le podcast vous plaît, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En attendant, je vous dis à demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi.